dans ce moment. Bon, enlève ta main, parce qu'il y a la caméra derrière en fait. Merci. On se retrouve du coup pour l'épisode 4 de Entre Coach, avec les 4 coachs, tout simplement. Donc, on le refait, hein, parce que vous savez pas, mais il y a eu une petite coupure parce que j'avais oublié de lancer le son. Mais les 4 mousquetaires, non pas les 3 mousquetaires, les 4 mousquetaires pour le 4e épisode de Entre Coach. Les 4 fantastiques. Voilà. Les 4. Allez, go. Du coup, pour ceux qui sont nouveaux sur ce format, le principe, ça va être simplement de parler du coup de sujets qui sont autour de la force, puisque c'est notre sport à tous. On va chacun amener un sujet propre à nous, sur lequel on va discuter pour parler de nos avis, nos opinions et voir ce que chacun en pense. Le but, c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, hein, simplement de dire ce que chacun de nous pense et d'en discuter aussi longtemps qu'on le voudra, tout simplement. Donc voilà, je vais inviter la première personne qui va se lancer à dire son sujet pour qu'on puisse en discuter. Je prends le mic. Allez. Alors, je vais faire part d'une anecdote personnelle pour vous aussi vous demander votre avis, puisque mon biais de base sur le travail Betless, donc ça va être le sujet du jour, c'est que c'est pas quelque chose que je considérais comme forcément essentiel, si ce n'est même complètement facultatif, voire non nécessaire dans pas mal de cas. Et récemment, j'ai un athlète, donc quand même un très bon deadlifter qui deadlift 270, qui voulait un bloc avec de la variété parce que voilà, il avait envie d'augmenter un peu l'adhérence sur un bloc après une compétition. Donc je lui ai mis du deadlift beltless, chose que j'ai pas l'habitude de faire. Il s'est avéré que j'ai eu de très bons retours de sa part, d'un point de vue proprioceptif notamment par rapport au bracing et au positionnement global du dos. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester, malgré mon biais de base qui est que c'est pas forcément la meilleure des variantes, de le mettre sur d'autres athlètes qui en l'occurrence spécifiquement ont des problématiques au niveau du positionnement du dos principalement. Donc on va dire globalement des athlètes qui soit ont eu au début du coaching la tendance à se placer par fainéantise technique très rond par exemple sans aucune tension. Donc je l'ai mis en place je crois sur 4 athlètes, sur 2 blocs au total, et il s'avère qu'étonnamment j'ai eu d'excellents retours de la part de tous les athlètes qui disaient que ça les aidait beaucoup au niveau du positionnement du dos en termes de proprioception et aussi vis-à-vis juste de la création de tension globale et du bracing. Donc en fait la réflexion que je me suis faite et que je vais partager avec vous pour que vous me disiez ce que vous en pensez, c'est dans le cadre d'une ceinture, notamment on va dire une SBD, vu que c'est la plus populaire, qui est très large, qui est très rigide, qui prend du coup beaucoup de place sur le buste, on a quelque chose qui, proprioceptivement parlant, peut prendre beaucoup d'espace au niveau de la sensation, du placement du dos, du bassin, etc. Et le fait de l'enlever, en fait, va permettre de mieux ressentir, disons, le bassin, le bas du dos. L'autre explication que je me suis fait, c'est aussi que le fait d'avoir une ceinture qui prend beaucoup de place et qui est très rigide, donc qui nous fait nous sentir très compact, peut amener l'athlète à se placer avec cette ceinture dans une position dans laquelle il ne se placerait pas forcément sans la ceinture parce qu'il n'y aurait pas cette sensation un peu de sécurité qu'il pourrait avoir inconsciemment. Et la dernière aussi, c'est que ça peut l'inciter naturellement, vu qu'il n'y a pas la rigidité amenée par la ceinture, à faire un bracing beaucoup plus efficient parce que s'il ne brace pas bien, chose qu'il peut être amené à faire avec la ceinture, donc zapper son bracing, il ne sera pas du tout compact en fait, et du coup il y aura zéro tension. Donc voilà, je voulais savoir si vous avez déjà programmé du beltless, si oui, dans quel cas de figure, et éventuellement étendre la réflexion sur le squat, même si je pense que pour le coup le squat c'est un peu plus niche si on devait le faire. Donc à vous la parole. Alors je vais commencer. Moi j'ai déjà programmé du beltless, mais dans 95% des cas c'est pour des gens qui ont des douleurs aux côtes, qui se sont fait mal justement avec des ceintures, etc. Donc qui peuvent pas mettre de ceinture parce qu'au moment, à l'instant T, ils ont trop mal pour mettre une ceinture, et quand on enlève justement la ceinture, ça va. Donc c'est plus un problème de contrainte mécanique. D'un point de vue purement programmation, c'est très rare que je l'ai fait parce que j'ai un peu le même biais que toi. Et pour moi, ce truc-là, il s'explique pas forcément facilement, mais par le fait que, en fait, je pense que les athlètes ont ce truc ils savent que s'ils enlèvent la ceinture, c'est pour justement faire attention à leur position. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça les encourage entre guillemets à avoir ce développement-là technique dans la variation quand on décide de simplement d'enlever la ceinture. Et il y a pour moi une deuxième chose, c'est que la ceinture sécurise, peut-être par rapport aux douleurs, par rapport aux gènes, etc. Et donc, si on a tendance à avoir mal au dos et à avoir des raideurs, des gènes, enfin peu importe ce que c'est, le fait de ne pas avoir la ceinture, ça va avoir tendance en fait à peut-être les exacerber. Et donc, encore une fois, à rendre l'athlète plus conscient et à forcer l'athlète à être plus, on va dire, rigoureux au niveau de son placement, etc. Et donc c'est peut-être pour ça que ça a eu de bons résultats de ce côté-là. Après, évidemment, ça peut aussi tout simplement fonctionner pour certaines personnes, mais vu que tu dis que ça s'est passé sur plusieurs personnes, c'est qu'entre guillemets, ça confirme dans une certaine mesure un intérêt, en tout cas, dans la manière dont tu l'as approché. Et c'est peut-être aussi toi, justement, tu vois, qui l'as approché de cette manière pour les athlètes, en mode, voilà, en gros, on fait cette variation-là parce que moi, j'ai vu que ça aide par rapport à ça, donc tire dans ce que tu veux, mais on essaye. Et tu vois, je pense que du coup, ils partent avec ce focus premier qui est, je vais faire attention à ma technique. Et en plus, derrière, il y a tous les aspects du coup dont j'ai parlé qui sont proprioceptifs parce que il n'y a pas de ceinture, donc il faut entre guillemets forcer le truc et l'avoir de soi-même. Et c'est d'autant plus vrai, comme tu le dis, qu'il y a certaines ceintures qui bloquent un petit peu en position.
Pour moi, c'est pas forcément un problème, notamment les ceintures assez larges, les épaisses, etc. Surtout si on serre beaucoup sa ceinture. Et encore une fois, ça va dépendre voilà, de qui. Moi, personnellement, je serre énormément ma ceinture. Et c'est volontaire, c'est justement pour bloquer un petit peu mon dos. Moi, je me sens bien comme ça. Je sais qu'il y a très peu de gens qui arrivent à le faire parce qu'ils vont sentir qu'en fait, ils n'ont pas de bracing. Mais je pense que plus on est expérimenté en force et plus on peut serrer sa ceinture et entre guillemets réussir à gérer la position. Et en fonction évidemment des individus, ça peut aussi fonctionner mieux ou moins bien. Ok, je vais juste réagir à un truc que tu as dit avant que Charlie et Loïc prennent la parole. J'ai quand même fait en sorte de pas les biaiser. Je leur ai juste programmé du bench sans leur dire le pourquoi du comment. Et c'est après coup, au bout de 1 ou 2 blocs, je leur ai dit j'ai fait ces observations, est-ce que tu es d'accord? Tu vois, est-ce que c'est ce que tu as ressenti? Et a priori, oui, c'était le cas pour la majorité. Et est-ce que ça n'a pas eu un rapport juste avec le fait que ça a baissé le stress dans une certaine mesure, vu que les charges sont moins lourdes, tu vois? Enfin, c'est toujours compliqué de savoir exactement pourquoi, mais ça peut venir aussi d'un autre truc, quoi. Oui, c'est vrai que dans l'idée, le fait que ça réduise la charge, c'est possible qu'effectivement, ils aient juste eu plus de facilité à se placer parce qu'on était moins proche de leur max, quoi, tout simplement. Surtout au niveau du terre, je pense que c'est un des mouvements qui vraiment réagit le mieux aux intensités basses, en tout cas aux séries assez longues, justement pour créer cette dynamique, parce qu'on n'a pas l'excentrique pour se placer avant. Et de ce que moi j'ai comme feedback, je trouve que c'est vrai que c'est un mouvement qui aime bien les séries longues, alors que je trouve qu'il est quasiment jamais programmé en série longue, justement parce que de base c'est un mouvement qui commence par la concentrique, donc c'est compliqué soit de se replacer à chaque fois ou soit de maintenir une qualité technique au fur et à mesure des reps. Et en plus c'est un mouvement qui est très cardio, donc il a tendance à être très dur quand on fait beaucoup de répétitions. Et pour ça je trouve que il est un petit peu, les séries longues sur le terre c'est un petit peu délaissé, tu vois, par la plupart des athlètes et potentiellement des coachs. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ouais, moi de base je suis pas fan du beltless parce que je trouve que souvent les gens ils arrivent pas à bien utiliser la ceinture, au contraire. Du coup j'aime bien garder la ceinture pour bien savoir l'utiliser, surtout au terre, parce que je l'enlèverai pas déjà au squat, parce que le fait de descendre avec la gravité, c'est là où elle est le plus important. Au terre peut-être, mais pour bien placer le dos, moi je préfère garder la ceinture. Donc j'en ai jamais programmé, donc là-dessus j'ai pas de retour à faire. Mais comme disait Corentin, il faut voir aussi pourquoi tu en programmes. Et souvent, il y en a, ils vont juste en mettre pour mettre moins lourd. Mais dans ton cas, c'était pour un meilleur bracing, etc. Donc ça peut être une bonne idée. Moi, je sais que le premier truc au terre auquel je pense, c'est pas forcément le bracing. Parce que plus j'ai avancé et plus j'ai mis des charges lourdes, et moins je me dis, il faut que je brace. La ceinture, elle me tient juste le dos d'une certaine manière. Et maintenant, pareil, comme disait Coco, je la serre plus. Ça me tient le dos plus que ça m'aide à avoir un bon bracing. Donc voilà. Je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, en fait, il y a bien un mouvement sur lequel je me focus pas sur le bracing, c'est le terre. Et je pense même que dans une certaine mesure, toutes les personnes qui sont très fortes au terre, en tout cas qui ont beaucoup d'expérience, vont un peu vers ce constat-là de je brace de moins en moins. Et en fait, c'est pas comme au squat où justement tu crées cette. En fait, vu que la charge te compresse, tu crées ce bracing en te laissant te compresser. Au terre, c'est un peu l'inverse. Tu as un porte-à-faux avant, enfin, tu es tiré vers l'avant. Et donc, du coup, le bracing, ça a tendance à rigidifier ta colonne et donc potentiellement à te rajouter de l'amplitude. Donc, moi, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Et à l'inverse, j'aurais tendance toujours à dire à l'athlète, en fait, laisse-toi stack, accepte le porte-à-faux que tu as vers l'avant et place-toi en conséquence. Mais essaie pas de le contrer en te braçant, etc. Et c'est peut-être aussi pour ça, du coup, que dans une certaine mesure, ça fonctionne. Enfin, j'essaie de trouver des raisons parce que je vois pas trop de raisons de base à pourquoi ça fonctionnerait d'autres, mais c'est peut-être aussi parce que justement ça permet aux athlètes de réapprendre entre guillemets le bracing au terre, c'est-à-dire que c'est différent de peut-être ce qu'ils pensent et de ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer, et le fait de pas avoir la ceinture les inhibe peut-être de ce côté-là et du coup les fait appréhender le mouvement d'une autre façon. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord sur ce plan-là. J'ai toujours un peu eu cette ambivalence en disant qu'au squat, en quelque sorte, si je devais le schématiser, c'est important de prendre beaucoup d'air pour ton bracing. À l'inverse, le deadlift, je pense qu'il faut beaucoup se focaliser juste sur la rigidité que tu crées musculairement et l'air que tu prends est un peu moins important. Je dirais même que surtout dans le cas de sumo, c'est ça qu'on voit des gens qui ont une morpho parfaite. Bon, généralement sur deadlift bar, mais tiré en sumo beltless parce que un gros bracing va les limiter dans leur mobilité, donc leur capacité à ouvrir les hanches et se placer ultra vertical pour avoir les levées maximaux. Voire même pas leur servir du tout parce que s'ils sont très verticaux, en fait, oui. Tu pousses sans forcément avoir besoin de brace vu que tu as plus ce porte-à-faux. Et c'est là où justement tu parles des gens qui tirent en sumo très spécial, c'est des gens qui ils arrivent tellement à placer leur hanche proche de la barre et avoir les tibias verticaux qu'en fait ils ont juste un mouvement très linéaire avec une poussée vers le haut et quasiment pas de porte-à-faux vers l'avant. Donc du coup forcément l'aspect porte-à-faux avant il est quasiment inexistant pour ces personnes-là. Du coup, vous avez dit pas mal de trucs. Moi, effectivement, je voulais souligner le point que l'intérêt de faire
un lift beltless, notamment au niveau du soulevé terre, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'au squat, il y a vraiment très peu d'intérêt. Au deadlift, ça peut être le cas, mais ça va dépendre de la morphologie de l'athlète et de sa technique. Mais bon, vous l'avez un petit peu dit. Mais par exemple, un athlète qui va être très grand ou dans une KT assez haut en termes de poids, avec beaucoup de ROM, et qui va tirer en tradi, par exemple, va peut-être avoir moins d'avantages à tirer beltless qu'un athlète en moins de 66 qui tire très vertical. Et on peut le voir sur des deadlifters qui ont ce schéma-là, avec un sumo très wide et un buste très vertical. On va voir qu'il y en a certains qui vont performer en étant beltless, donc je suis assez d'accord avec ça, et je pense que ça va dépendre de l'individu en tant que tel, par rapport au fait que est-ce que c'est bénéfique ou pas pour lui de faire du beltless. Après, moi perso, j'ai déjà programmé du beltless, c'est assez rare quand même, mais par exemple pendant les pivots, moi je trouve que ça peut être intéressant dans certains cas où en fait ça va permettre peut-être à l'athlète de se rendre compte qu'il braillait pas tant que ça, parce que c'est-à-dire qu'il va arriver sur sa séance de terre sans sa ceinture, et il va brace comme d'habitude avec sa ceinture, et il va se rendre compte qu'il est beaucoup moins fort, parce qu'en fait il braçait quasiment pas. Mais comme vous l'avez dit, le fait de brace comme un zinzin au terre, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais en fait le bracing permet surtout de placer tes hanches, moi je trouve, au soulevé de terre. Et du coup, au-delà de brace le plus fort possible, il faut bien brace pour bien placer ton bassin, etc. Et donc parfois le fait de te mettre beltless, ça peut t'aider, mais à la fois ça peut être aussi l'inverse, parce que du coup les sensations changent, et bah du coup c'est pas parce que tu braces bien en étant beltless que tu vas bien brace avec ta ceinture. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi s'entraîner avec la ceinture, parce que bah forcément c'est assez différent en termes de sensations, proprioception, etc., comme vous l'avez dit. Et un dernier truc, un seul truc que moi j'aime bien avertir les athlètes quand j'ai des athlètes qui me disent ça, et qui me disent par exemple qu'ils veulent faire du beltless pour renforcer leur lombaire. Bah ça typiquement j'aime bien leur dire que moi je trouve que c'est pas réellement le cas. C'est pas en faisant du beltless que tu vas plus renforcer tes lombaires. Et donc en fait c'est une pensée qui est un petit peu fausse. Donc on peut faire du beltless parce que ça a des intérêts, mais faire du beltless pour renforcer ses lombaires, ça sert à rien. Voire même l'inverse en théorie. Oui, Mais je suis tu mets moins de d'accord. charge, donc en théorie. Exactement. En fait, tu peux pas inhiber un muscle avec une ceinture. Oui, c'est ça. En fait, quand tu vas brace avec ta ceinture, du coup, tu vas pouvoir créer plus de tension grâce à la ceinture. Tu vas soulever des charges plus lourdes. Donc, de manière générale, tu vas plus stimuler tes muscles, et donc ta chaîne abdominale. Et donc, forcément, tu vas mieux brace. Et du coup, en théorie, mieux activer tes muscles qui vont être stabilisateurs au niveau du bracing avec la ceinture. Moi, je vais revenir sur deux choses. La première, tu disais que justement les petites KT et les mouvements assez droits ont plus d'intérêt avec le beltless. Et je pense que ça vient du fait que, comme tu le disais, les ceintures, elles ont un gabarit qui est unique, tu vois. Donc, par exemple, une ceinture sur un gabarit comme moi et sur un gabarit comme toi, ça aura pas du tout le même impact. Ça va, moi, ça va peut-être m'immobiliser une, deux vertèbres, enfin, me prendre l'équivalent d'une ou deux vertèbres, et toi 3-4, tu vois. Et donc c'est là aussi où ça joue, c'est qu'en fait c'est beaucoup plus bloquant pour un athlète comme toi que pour moi. Moi pour le coup je tire avec le dos rond, et avec la ceinture ça me pose aucun problème, je me fais pas forcément mal aux côtes non plus, parce que j'ai un beaucoup plus gros gabarit. Alors que si tu demandais à un gabarit beaucoup plus petit d'avoir cette position là, ça serait bien plus problématique. Et c'est pour ça qu'on voit des ceintures en 10 mm, des ceintures plus fines, etc. C'est là où tu as un intérêt. Et c'est là où je veux rebondir sur le deuxième truc, c'est que toi par exemple tu penses à brace, pour brace, en braçant, tu places ton bassin, et pour quelqu'un qui tire comme moi avec le dos rond, je le vois pas vraiment comme ça. C'est je place mon bassin et ensuite je tire, et donc du coup genre je pars de là. Mais je pense pas à brace pour placer mon bassin, c'est mon bassin qui se place. En fait, si tu veux, je fais mon hip shoot, donc je lève mes hanches, et quand je veux rapprocher mes barres de la barre, mes hanches de la barre, c'est là où je vais penser en fait à essayer de stack mon bassin, et comme si je voulais le rentrer un petit peu en dessous de mon pelvis. Mais c'est pas en brace. En fait, si je brace, je vais avoir tendance à faire l'inverse, à sortir et à cambrer. Et donc pour quelqu'un qui est droit comme toi et qui a besoin un peu de cette hyper extension ou cette extension, parce que c'était pas vraiment une hyper extension, pour le faire, je pense que c'est pertinent. Pour quelqu'un qui tire par exemple comme Gonfier ou comme moi, je pense que ça a beaucoup moins d'intérêt, parce qu'en fait ça va nous faire un petit peu avoir l'inverse de ce qu'on va avoir, c'est-à-dire les hanches très proches, via la rétroversion qu'on pourra aller chercher. Je vais rebondir sur ce que tu disais parce que c'est très intéressant. C'était sur le fameux mythe au final de utiliser une ceinture. C'est souvent un peu les anciens de la FA et du sport qui disent ça. Le mythe du voilà, tu utilises une ceinture, tu renforces pas ton gainage, et du coup tu vas te blesser à long terme parce que tes abdos, voilà. Et justement, il y avait Greg Nuckols sur Stronger by Science qui avait fait un article sur ça pour casser ce mythe. Bon, c'est une EMG, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas la preuve scientifique du siècle, mais effectivement, à l'inverse de ce qu'on pensait même, il y avait une augmentation de l'activation principalement des obliques et un peu du grand droit avec l'utilisation d'une ceinture par rapport à 100. Et je trouve ça super. Bon, c'était il y a longtemps, mais c'était intéressant. Je sais pas si l'étude partait du principe qu'on avait les mêmes charges aussi sur le truc. Je sais plus. Donc si c'est pas le cas, ça paraît évident. Ouais. Ensuite, deuxièmement, il y a un truc tout bête, mais le fait que tu braces et que tu pousses tes abdos contre la ceinture, c'est aussi une forme d'activation. Tu vois, c'est un stress pour le muscle. Si je t'empêche de contracter ton biceps, le contact, ça va rendre le mouvement plus dur entre guillemets, donc dans une certaine mesure augmenter
augmenter la stimulation. Enfin, les EMG, c'est ça, hein, c'est ça qui est problématique avec les EMG, c'est que ça Ouais. mesure en général le pic de force. Donc, c'est-à-dire que tu vas voir qu'au moment le plus dur de ton mouvement, tu vas auras eu tant de tension. Mais ça mesure pas la tension globale et sur la quantité d'amplitude. Donc, c'est pas ultra représentatif d'un Ouais, développement oui. musculaire, mais ça peut quand même donner une indication dans le sens où les gens, par exemple, qui disent entre sumo et tradi, t'as une différence de fou, alors qu'en fait, tu vois sur tes EMG que c'est vraiment du pareil au même, à part évidemment en fonction des techniques. Mais encore une fois, ça c'est plus dû à la morphologie qu'au mouvement en lui-même. Un mec qui tire avec les hanches, avec le dos super droit, certes, va avoir beaucoup moins d'activation des extenseurs de la hanche pour la simple et bonne raison qu'il a moins de flexion de hanche. Mais ça, c'est pas dû au mouvement en lui-même. Même si, par définition, on essaie d'avoir un peu plus de flexion de hanche. Enfin, on a un peu plus de flexion de hanche sur un tradi qu'en sumo, puisqu'en sumo, on essaie de rapprocher un petit peu les hanches de la barre. Pour ceux qui nous regardent, les EMG, c'est électromyogramme, exact. Ouais, je crois que Ouais, c'est électromyogramme, en gros. La limite, en gros, c'est que si je mets un électromyogramme sur mon biceps et que je le contracte très très fort au poids de corps, bah, il va y avoir un gros seuil d'activation, mais c'est un curl au poids de corps, donc en fait, ça n'a aucune valeur. Donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est parti pour le sujet numéro 2. Je vous laisse. Ouais, moi je peux y aller. Vas-y. Dans le dernier entre-coach, je crois qu'on avait terminé en disant, en parlant des premières semaines de bloc, en disant des fois la première semaine de bloc elle est un peu moins bonne que les autres. Et moi j'ai eu le sujet, j'ai abordé le sujet avec un athlète qui me dit ce bloc-là il s'est bien passé. Je pense que le prochain je vais ouvrir un peu plus haut pour finir un peu plus haut. Et je lui ai dit je pense pas que ce soit une bonne idée parce que c'est ok de commencer assez bas et de finir haut. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu le cas sur mon dernier bloc où, première semaine, j'ai fait 600. J'étais en single. Et dernière semaine, je fais 700. Genre, je crois que j'ai fait 600, 650, 670, 700. Et en faisant une première semaine à 600, jamais je me dis que je finis à 700 sur la dernière. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ça se trouve, tu vas juste être un peu trop en intensité, un peu trop de stress dès les premières semaines et pas forcément finir plus haut. Et du coup, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez sur les premières semaines. Est-ce qu'elles sont tout le temps pourries ou en tout cas un peu moins bien de ce qu'on s'attend? Moi, je pense que ça dépend de deux choses en principal. Un, l'athlète en lui-même. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la confiance de faire des gros jumps de semaine en semaine? Tout le monde ne l'a pas, ou des gens ont du mal à visualiser en fait, à justement partir de 600 pour finir à 700. Donc si la personne a vraiment du mal, j'aurais tendance à peut-être la faire commencer un petit peu plus haut pour que justement elle puisse visualiser ce qu'elle va faire. Des jumps que tu vas faire aussi, parce qu'en fait si tu as un bloc qui est straight, c'est que des RP8 et que ça reste RP8, bah, c'est compliqué de faire des jumps de 25 kg. Maintenant si tu as un bloc qui est setup pour avoir des gros jumps, bah, par définition c'est bien de commencer plus bas. Et après ça va aussi dépendre de en fait, ton bloc d'avant, dans le sens où le but c'est pas juste de commencer le bloc haut pour le finir haut, mais c'est un peu comment est-ce que tu visualises ta dynamique au fur et à mesure des blocs et comment est-ce que tu vois que le truc va arriver. Et si ton bloc d'avant est vraiment très bien et qu'en fait tu arrives à faire une bonne transition entre les blocs, par définition si tu commences ton bloc d'après en étant tout autant désentraîné mais plus fort, bah, tu as une meilleure position de départ. Mais ça va dépendre de comment tu enchaînes tes blocs. Donc, plus ton pivot va être long, plus il va falloir que tu commences bas. Si tu fais pas de pivot, potentiellement tu vas pouvoir commencer plus haut. Si tu all-in pas à la fin de ton bloc, que tu restes sur des RPE plus modérés et que tu vas pas chercher des RPE trop, tu vas pouvoir commencer celui d'après plus bas. Donc, ça va vraiment dépendre en fait de comment est-ce que tu gères ta transition entre les blocs. Et moi, c'est un truc que j'ai remarqué, en gros, sur lequel j'ai beaucoup bossé avec Antoine Garcia. Parce qu'on avait toujours ce problème-là, on arrivait à performer quand on le voulait, mais en général, dès qu'on performait, derrière, on ramait pendant plusieurs blocs. Et du coup, on a essayé de mieux gérer la transition entre les blocs, de peut-être un petit peu moins all-in à la fin des blocs sur des RPE plus hauts, et surtout de voir une continuité derrière en se disant, voilà, c'est pas en fait, la fin d'un bloc, c'est pas une finalité, c'est un pas, et après, t'en as encore un autre, et un autre, et un autre. Et visualiser vraiment le truc là en fait, tu dois pas ressentir ce besoin de tout donner à la fin d'un bloc, mais plutôt, il vaut mieux des fois faire 5-10 kg de moins avec un RPE de moins, et en fait, tu sais que tu peux faire ce que tu aurais voulu faire. Tu le fais pas pour pouvoir continuer cette progression et garder cette linéarité. Oula, voilà. Linéarité. Ou même pas forcément, ça n'a pas besoin d'être linéaire, mais voilà, pour pouvoir visualiser cette progression de semaine en semaine et du coup de bloc en bloc. Donc pour moi, ça va dépendre vraiment de ces choses-là. Je dirais qu'aussi il y a une part d'efficience technique et de niveau des entraînements. Je vais prendre le cas où tu fais un deload ou un pivot entre tes deux blocs. Il y a certains athlètes qui vont commencer la semaine 1 et qui ont un niveau des entraînements techniques assez rapide. Bon, après, ça peut être modifié avec le pivot en mettant un peu plus de spécificité. Mais globalement, l'athlète va commencer avec beaucoup moins de repères. Il va être beaucoup moins à l'aise qu'en semaine 1 qu'en semaine 4. Bon, ce qui, dans l'absolu, est logique. Mais on va dire que ça va être exacerbé. Donc, le niveau de performance va être dans ce cas de figure plus bas que ce qu'il devrait être parce que l'athlète il se met sous la barre, il n'est pas à l'aise, il n'a pas ses repères, il est un petit peu désentraîné techniquement. À l'inverse, tu as d'autres athlètes, moi j'en faisais partie, même en gardant juste un seul squat dans mon pivot, une seule exposition, j'arrivais techniquement, c'était exactement pareil, j'avais tous mes repères. Donc en fait, je pouvais commencer mes blocs en proportion un petit peu plus haut. Si j'étends mon point de vue de façon générale, je dirais que c'est vrai que quand même, je pense que commencer un bloc
façon conservatrice et quasi systématiquement gage de finir le bloc correctement, alors que le commencer haut, ça peut souvent compromettre la fin de bloc, et c'est pas forcément une bonne chose. Et je voulais dire une dernière chose, mais je sais pas. Donc Oui, moi pour dire ce que tu as dit, en fait, rien n'empêche de commencer plus bas et de faire des plus gros jumps. Par contre, commencer trop haut peut empêcher de finir le bloc correctement. Donc je suis d'accord là-dessus. Oui, et puis c'est ce qu'on disait sur le dernier entre-coach, c'est si tu commences trop haut, potentiellement trop de stress, donc tes inflammations peuvent apparaître plus vite et ça peut compromettre ta capacité à juste te sentir bien et performant en fin de bloc. La dernière chose par rapport à la gestion de l'évolution d'une semaine à l'autre, c'est aussi très individuel pour chaque athlète, comme tu l'as dit Coco, mais aussi interlift pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, ta courbe de progression d'une semaine à l'autre, dans le cas où le RPE reste fixe, elle est individuelle à chaque lift. Tu as un lift qui peut avoir une période de stagnation, puis avoir un énorme pic. Tu as un lift qui peut être juste linéaire sur l'entièreté du bloc. Et même si c'est des cas un peu plus rares, tu peux avoir des lifts où tu as potentiellement une petite phase de régression légère et ensuite tu as une énorme compensation. Et ça, du coup, c'est individuel. Bon, c'est des choses qui s'observent sur du long terme, tu peux pas le savoir en 2 ou 3 blocs. Généralement, c'est des tendances que tu dégages quand tu coaches un athlète, on va dire 6 mois, 1 an dans l'idée, parce qu'il faut quand même avoir pas mal de data pour analyser ça. Mais après, une fois que tu as trouvé un petit peu ce rythme de progression, dans l'idée, tu le sais plus ou moins à l'avance, même si forcément c'est amené à varier un peu avec le temps. Et du coup, tu peux en quelque sorte l'anticiper. J'ai l'exemple d'un athlète qui a une courbe de progression sur son squat qui est très très spéciale. Donc c'est arrivé sur 3 blocs consécutifs, donc je considère que c'est quand même une tendance assez fiable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des blocs de 5 semaines. Donc de la semaine 1 à la semaine 2, il a une très grosse progression, genre il rajoute 10-15 kg sur son squat pour un même RPE. De la semaine 2 à la semaine 3 et de la semaine 3 à la semaine 4, soit il garde la même charge, soit ça augmente légèrement et le RPE bouge pas. Et ensuite de la semaine 4 à la semaine 5, pareil, énorme pic, plus 10, plus 15 kg. Et ça, sur son squat, c'est super régulier. Par contre, c'est pas le cas au bench, c'est pas le cas au deadlift. Après, ça va aussi dépendre du pourcentage du mouvement. Enfin, prendre 5 kg sur un bench, c'est pas prendre 5 kg sur un squat. Et en fonction de ton niveau sur chaque mouvement, ça va varier. Moi, par rapport à ça, cette progression qui n'est pas forcément linéaire en fonction des mouvements, j'essaie justement de la rendre plus ou moins linéaire parce que j'essaie de faire en sorte que l'athlète puisse être en forme quand il doit être en forme. Et surtout, d'un point de vue psychologique, je trouve que c'est important de toujours avoir une certaine forme de progression. Et c'est pour ça que j'engendre parfois plus un RPE ou des choses comme ça au fur et à mesure des blocs pour assurer que même si la forme a tendance à pas être linéaire, enfin on n'a pas tendance à progresser de manière linéaire sur le bloc, je vais quand même pouvoir avoir cherché 5, 2, 5, au moins un meilleur RPE, histoire de continuer cette dynamique de ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Et je trouve que c'est important pour certains athlètes, d'autres n'en ont pas besoin et comprennent bien le principe, mais c'est pas évident pour tout le monde. Et donc du coup j'essaie toujours de faire en sorte de lisser cette progression-là pour que en fait, l'athlète puisse se visualiser et que la progression soit assez linéaire et que ça soit simple à comprendre et à anticiper aussi au fur et à mesure des semaines pour lui, quoi. Du coup, par rapport à mon point de vue, déjà, ce que j'aurais tendance à moi appliquer avec mes athlètes, ça va être quelque chose qui ressemble aussi à ce que Coco a dit, c'est-à-dire que ça va dépendre de l'athlète en tant que tel, est-ce qu'il est capable de tolérer des gros jumps ou pas, et ça va être aussi, comme tu l'as dit, l'enchaînement des blocs, et du coup, en fonction de la fin du bloc précédent, comment on doit aborder la première semaine, et ça change en fonction de comment s'est terminé ton bloc, et est-ce que tu as fait un pivot un peu long, est-ce que tu as fait un deload très, très court, ou alors est-ce que tu as direct un nouveau bloc. Ça va changer un petit peu la dynamique de la première semaine. Mais un truc que je pense aussi, qui est peut-être un petit peu plus rare et qui va toucher moins d'athlètes, mais moi je pense qu'on peut commencer un bloc assez haut et le finir haut. Mais par contre, il faut pas vouloir finir trop haut. C'est-à-dire que commencer un bloc haut peut être ok si jamais par exemple tu as des RPE fixes pendant ton bloc, et du coup tu sais que tu vas pas finir ton bloc 100 kg au-dessus, tu vois, mais tu sais que tu vas établir une base assez solide toutes les semaines avec des RPE assez élevés. Mais en fait, pour ça, je pense que ça demande quand même pas mal d'expérience, et ça demande surtout une bonne gestion de l'entraînement, une bonne gestion du RPE si tu fonctionnes au RPE, et surtout une bonne stabilité technique, parce que si tu as un athlète qui peut changer du tout au tout en une semaine sa technique, par exemple le lundi il fait son SBD, ok, ça se passe bien, et sur ces 2 prochaines séances de squat il change un truc techniquement parce que il avait envie ou il se sentait pas bien, arrivé lundi ça va être compliqué de reproduire le même schéma. Donc je pense que ça peut être bien de commencer haut des blocs et de les finir haut pour établir une base assez intense pendant tout le bloc. Il y a certains athlètes qui répondent bien à ça et qui aiment surtout s'entraîner comme ça, mais voilà, ça demande, je pense, un certain niveau d'intelligence sportive, parce qu'il faut réussir à bien se gérer, il faut réussir à faire les bons choix, mais je pense que ça peut être aussi une bonne chose. Typiquement, moi j'avais tendance à faire ça, mais en fait c'était clairement pas ce qu'il me fallait. Mais en fait,
typiquement, c'est vraiment ce que j'aimais faire, commencer un bloc haut, sauf que moi je voulais le finir trop haut. Mais même si je me dis, ok, je commence le bloc haut et je le finis pas plus haut, en fait, techniquement, je suis pas assez stable et j'arrive pas à prendre suffisamment les bonnes décisions pour être vraiment bien et avoir vraiment le bon cap de RPE et choisir les bonnes charges chaque fois. Donc souvent, ça portait pas ses fruits. Les grands rupteurs, vraiment. Et donc voilà, je pense que ça peut être bien, mais effectivement, il faut voir avec qui on le fait, il faut voir le profil de l'athlète, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à... Enfin, dont on parle pas trop parce que c'est vrai que c'est un peu exclusif en fonction des profils, mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Et dernière chose que je voulais dire aussi, on peut aussi, voilà, à l'inverse, on peut aussi, tu l'as aussi dit rapidement, mais on peut aussi commencer un bloc bas et le finir bas, et en soi, c'est pas très grave. Finir un bloc ne veut pas dire faire un single RPE 10. Tu vois, il y a des athlètes qui pensent genre, ils ont des triplés sur le. Il y en a, moi j'ai déjà eu des trucs sur des athlètes avec qui je travaille depuis pas longtemps parce que bah forcément il faut faire la bêtise une fois pour ensuite se rattraper. Mais par exemple, tu fais un bloc en triplé, à la fin du bloc, je vois un single RPE 10. Ah oui, carrément. Je dis bah moi souvent c'est les triplés. Tu sais en fait les gens me disent ou genre je leur dis bon on arrête la semaine RPE 9 ils vont me dire ah bon genre Ouais. oh trop relou. Et en fait tu vois je comprends parce que t'as envie d'aller chercher ce truc là mais en fait ce qui va te coûter et ce qui va te rapporter ce sera pas rentable. C'est ça. tu vois. Mais ça, c'est vraiment une pensée généralement de débutant. J'ai tendance à dire que chaque bloc doit se finir avec des PR, des tentatives de PR, et en vrai, ça veut rien dire. Et en plus de ça, et ouais, le max que j'ai eu, c'est genre un bloc en triplé et finir sur un single à 10. Et du coup, en fait, ça foire vraiment tout, et c'est dommage parce que. Quand je programme un bloc en triplé, généralement, je programme aussi la suite dans ma tête. Je sais un petit peu où je vais amener le truc. Et là, bam, single à 10, grosse fatigue. Et vas-y, c'est un peu compliqué juste après, tu vois. Donc, c'est pas grave de le faire. En soi, c'est pas la mort, mais en fait, il faut réussir à éduquer. C'est pour ça que la part un petit peu de discussion et de dialogue entre athlète et coach est importante, parce que si ça arrive, au lieu d'engueuler complètement ton athlète, il faut lui expliquer pourquoi c'est pas top, et il le refera pas une deuxième fois et ça posera pas de soucis. Mais ouais, c'est des trucs que j'ai déjà vus et qui font partie, que même moi je pensais au tout début quand j'ai commencé, je finissais un cycle de 4 semaines, je voulais tester mes max. Et en soi, c'était peut-être pas le bon moment à chaque fois, tu vois. Quand t'es débutant ça passe on va dire. Est-ce que ça, ça passe, ça se fait, mais est-ce que c'est Ouais. le mieux à faire? Pas forcément. Non. Et voilà, en fait plus t'es débutant, plus tu peux te permettre de faire quelque chose qui n'est pas optimal et ça va fonctionner, tu vois. Et du coup au bout d'un moment faut être plus rigoureux avec ça. Et après je pense que en vrai c'est ce truc là dont tu parlais justement, il faut discuter en fait. Et pour moi tu sais les coachs qui se plaignent souvent de oh mon athlète arrête pas d'overshoot machin etc. Bah, en fait c'est aussi la responsabilité du coach, tu vois. Si t'arrives pas, comme tu dis, à éduquer, à dire bah écoute, là si on s'arrête là c'est pour une raison, si je veux que tu fasses pas ça c'est pour une raison, et en fait faire comprendre le mécanisme de là ça n'a pas d'intérêt. Souvent ça se passe très bien, tu vois. Je connais des gens, enfin moi j'ai plein d'athlètes qui sont pleins de bonne volonté et qui ont tendance du coup à vouloir toujours overshoot parce qu'ils veulent faire mieux ou plus, et je leur ai dit bah écoute ça sert à rien, tu vois. Alors là ça n'a aucun intérêt dans ce cadre-là, donc ne le fais pas, et ils le comprennent parce que justement ils sont de bonne intention et ce qu'ils veulent c'est progresser. Donc si t'arrives à leur faire comprendre que c'est pas dans leur intérêt, ils le feront pas et ça posera aucun problème. Donc faut pas toujours remettre la faute sur la tête parce qu'en fait dans ce genre de choses c'est 50-50, t'es toujours autant responsable que l'athlète. Alors après évidemment s'il a du mal à comprendre ou à entendre parce que pour X ou Y raison, par exemple parfois avec le stress d'une compétition, l'échéance qui arrive, tu as tendance à vouloir faire mieux et donc au final tu fais pas les bons choix, bah, c'est là où il faut avoir une discussion plus poussée en lui expliquant la chose, en expliquant que c'est pas parce que à 3 semaines de ta compétition tu squattes 20 kg de plus que tu squatteras 20 kg de plus à ta compétition par exemple, et où bah, en fait après c'est à toi peut-être d'être un peu plus strict au niveau des formats pour faire en sorte que bah, en fait il n'y a pas la place à l'overshoot, et donc du coup faire comprendre en fait parce que si l'athlète a du mal à te suivre là-dessus, bah, il faut lui montrer qu'en fait en faisant ça va aller mieux, et c'est un peu ce qui se passait avec toi. Tu sais, t'avais toujours le stress de la compétition, du coup tu voulais faire plus, et au final on a fait l'inverse de entre guillemets un pas en arrière, on a testé des trucs nouveaux et quand t'as vu que ça fonctionnait, bah, au final t'étais en mode ok c'est bon, maintenant je ressens plus besoin entre guillemets de monter haut en charge et ça allait beaucoup mieux. Et je pense que c'est ça, tu vois, c'est juste instaurer cette confiance de dire écoute voilà, ce format là je pense qu'il va marcher, on lui laisse une chance et si ça fonctionne, bah derrière l'athlète fera confiance et ça ira beaucoup mieux quoi. On a eu un petit souci technique de vidéo, du coup on a relancé ça. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais dire? Oui, je me souviens de ce que tu Oh voulais là dire. là, quelle mémoire. Je voulais dire que les premières semaines, je trouve ça assez psychologique. Parce qu'avec un même athlète, si tu fais une fin de bloc où tu finis à 8 ou à 10, à 8 ou à 9 sans trop le pousser, et que tu fais un deload, et que tu repars sur un bloc, ou juste que tu enchaînes 2 blocs sans faire deload, et ben je trouve que l'athlète en lui-même, quand il passe d'un deload à un nouveau bloc, la première semaine, il va être là genre je suis pas très bien techniquement et tout. Alors que si tu fais juste d'un bloc à un autre sans faire un deload, il va être là genre je me sens super frais. Juste parce que toi tu vas lui dire bah t'es bien là, du coup on repart direct. Et lui il va se dire ah ouais en fait je me sens bien là, je suis pas très fatigué. Je trouve que c'est vachement psychologique par rapport à ce que nous on peut lui dire quoi.
Bah, il y a de ça qui joue, c'est sûr. Après, je pense aussi le problème du deload, c'est que les gens prennent le deload trop à légère. C'est-à-dire que, en fait, quand tu entends le mot deload pour certains athlètes, c'est ok, Vacances. je me touche les couilles pendant une semaine. Ouais. C'est ça, voilà. Et ça pose des problèmes parce que du coup, quand tu arrives sur le bloc d'après, tu es désentraîné. Et en fait, indépendamment de ce que tu fais, c'est-à-dire que moi, si je te programme RP8 et que pendant toute la semaine, tu vas à la salle en mode vraiment la fleur au fusil, zéro hype, rien du tout, pas de concentration, en fait, un RP8, pour moi, entre ça et entre un RP8 où je suis full concentré, full hype, j'ai visualisé ma séance, etc., il peut y avoir 30-40 kilos de différence, tu vois. Donc dans une même séance avec un même programme, en fonction de comment tu l'abordes, en fonction de l'intensité que tu vas mettre et les moyens que tu vas déployer pour faire ta séance correctement, bah, en fait tu vas pouvoir te désentraîner comme te surentraîner en fait. Et c'est là où justement il faut cette balance et c'est là où c'est compliqué d'avoir et c'est pour ça que j'aime pas trop les pivots, les deloads, c'est que les athlètes ont tendance à les prendre peut-être un petit peu trop à la légère. Et pour moi ça cause des problèmes. C'est pour ça que j'aime bien en fait, même, enfin c'est une dénomination, mais appeler ça une semaine une en fait. Parce qu'en soi, que tu fasses une semaine. Enfin, tu peux très bien prendre un pivot, mettre la législation, l'appeler semaine 1 et ça passera beaucoup mieux pour l'athlète parfois. Ou même si c'est pas le cas. Enfin, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas trop avoir ce truc de pivot, intro, machin, etc. Je trouve que ça complexifie les choses. Alors qu'au final, c'est pas nécessaire pour beaucoup, pas pour tout le monde. Et on en revient à la même chose au final. Non, et puis ça peut être, comme je disais, juste psychologique. Il y en a des fois, ils vont te dire ah là, j'ai trop besoin d'un deload. Alors Ouais. qu'en fait, non. Oui, t'es fatigué. Mais c'est comme les gens On va qui juste qui arrivent- recommencer tranquille le bloc et. qui arrivent en fin de bloc et qui disent oh là je suis fatigué, ça va pas aller. Ben, en fait non, t'es fatigué, c'est normal, mais ça fait 2 semaines que tu me dis que t'es fatigué et 2 semaines que t'as jamais autant performé. Donc c'est normal d'être fatigué en fait. Si tu veux performer, tu dois être fatigué. Et c'est pas parce que enfin en fait ils sont en mode ok je suis fatigué donc j'aurais pu faire plus. Bah non en fait. C'est justement ce qui fait que tu performes, c'est que t'es fatigué et qu'on a le juste milieu entre la fatigue et le niveau d'entraînement et qu'on arrive où on veut. Et si t'étais pleinement en forme, bah tu performerais pas. Et c'est là tout le principe d'une compétition, etc. etc. hein. T'es pas censé arriver à une compétition en disant waouh, je suis frais de ouf. Bah non, parce que tu vas juste être complètement désentraîné et au final, bah c'est évident que les performances seront pas au rendez-vous. Ou alors, encore une fois, ça peut arriver parce que tu peux te biaiser sur tes sensations de toi-même. C'est-à-dire que quand tu arrives à une compétition, tu veux être frais. Donc même si tu ne l'es pas, tu vas le ressentir parce qu'il y a la hype, il y a plein de choses qui vont faire que. Et du coup, bon, même avec de la fatigue, ça sera très résiduel, ça posera pas de problème. Mais au contraire, justement, tu dois en conserver, on va dire, autant que possible. C'est au final c'est intéressant parce que tu parlais d'un bloc et d'une semaine de bloc, mais pour moi ce qui est intéressant c'est d'expliquer du moins à l'athlète et c'est pour moi l'aspect éducatif, parce qu'on n'est pas juste accompagnant dans la progression en mode vas-y tu pourrais faire ci la semaine pro. Pour moi il y a vraiment un aspect éducatif super important dans le coaching et c'est ça, c'est expliquer à l'athlète en fait pas juste l'intérêt d'un bloc mais la succession de plusieurs blocs et comment fonctionne le processus à terme. Et à mon sens c'est vraiment à travers la compréhension que l'athlète du coup il peut, s'il est un peu trop excité, calmer ses choix, ou à l'inverse, s'il est un peu trop tranquille, justement se mettre un coup de pied au cul pour pousser. Et par rapport au pivot et au deload, effectivement, il y a 2 choses. En fait, il y a la première, c'est que si l'athlète il va s'entraîner, comme tu dis, tranquillement, ça n'a pas d'intérêt parce que c'est une semaine où limite il régresse, alors qu'il pourrait. L'idée, c'est au moins de maintenir le niveau de performance. Voilà. Et l'autre, c'est que si tu prends un cycle, on va dire, je sais pas, de 6 blocs d'affilée et qu'à chaque fin de bloc, tu finis RP 9,5, 10, oui, du coup, les pivots vont devoir être extrêmement bas en stress et du coup, c'est pas intéressant. Alors, enfin, au pivot ou deload, peu importe. Alors que si justement tu calcule les timings où tu vas justement pousser les RP, donc sur la séquence de 6 blocs, on va dire sur le bloc 3 et le bloc 6 par exemple, tu peux te permettre d'avoir des pivots ou des deloads beaucoup plus spécifiques, voire même d'avoir juste une semaine d'intro à peine allégée et du coup d'enchaîner plus ou moins les blocs. Et ça voilà, c'est vraiment dans l'aspect éducatif et la compréhension long terme. Et moi je sais que je mets ça vraiment au centre du coaching. Parce qu'à mon sens, être un athlète, c'est pas juste capable de faire des bonnes séances, c'est justement de comprendre et de voir à moyen et long terme et de se projeter en fait et de savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais et justement pour quel timing. C'est pas, tu fais pas ton bloc pour être performant en semaine 4, tu as une échéance à préparer dans X temps, c'est là que tu vas être performant et du coup tout ce que tu fais en amont, c'est un cumul en fait de bons facteurs que tu additionnes et de bonnes décisions que tu prends pour arriver à la finalité de l'échéance et du coup être au max. Je pense que ça va dépendre aussi de la quantité de volume que tu vas faire dans un bloc. Enfin, tu disais que le fait d'enchaîner les blocs, etc., de faire des pivots au bout de 2-3 blocs potentiellement, enfin, tu vois, de pousser les RP pardon, au bout de 2-3 blocs, etc., je pense que ça va dépendre de la quantité de volume que tu fais dans un bloc. En fait, en soi, tu peux faire des RP 9-10 dans un bloc, hein, si tu réduis ton volume et que ton stress est égal, ça revient exactement au même. Donc ça dépend de ce que tu veux avoir dans le bloc, ce que l'athlète a besoin dans le bloc aussi. Et voilà, je vois que tu es en train de te répéter des trucs dans la tête pour pas les oublier. Non. Ça y est, c'est oublié. En fait, ça n'a plus trop de sens. Je voulais juste dire par rapport au fait que tu disais qu'on s'auto-persuade de notre état de forme quand on est en compétition parce qu'on veut performer, donc on se persuade qu'on va être en forme. Et c'est typiquement l'exemple de tu dors mal avant une compétition et du coup sur le moment tu as l'impression que tu vas tout foirer et que vas-y le matin tu te réveilles, t'es en mode ah j'ai mal dormi et tout, alors qu'en fait moi perso en tout cas j'ai déjà passé des nuits horribles avant les compes et le jour J je suis en pleine forme. Parce que je suis tellement hypé par le truc, je suis tellement concentré que genre je me dis je m'en fous en fait, j'ai mal dormi, je m'en fous complètement.
Donc c'était pour revenir par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais le dire assez rapidement. Et un autre truc aussi que je voulais dire, c'est par exemple, pour parler un peu d'expérience avec Loïc, on a toujours fait des deloads assez agressifs. Parce que à chaque fois en fin de bloc, qu'on pousse les RPE ou pas, la fatigue elle était toujours suffisamment élevée parce qu'on faisait durer le bloc suffisamment longtemps pour que la fatigue soit assez élevée. Que ce soit par rapport à des gros singles ou juste si on est moins spécifique sur des gros singles mais qu'on a plus de volume, on poussait à chaque fois de manière à être vraiment pas dans le rouge, mais voilà, d'être quand même assez fatigué. Ouais. Et du coup, par exemple, avec Loïc, jusqu'à maintenant, on renchaînait pas sur des blocs directement. On faisait un deload qui était assez fort, peu spécifique. Et en fait, ça t'allait plutôt bien. Et même encore maintenant, c'est un petit peu ce qu'on fait. Et en fait, c'est un schéma qui était sympa parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on travaille ensemble. Donc, on sait un petit peu ce qui te correspond. Et ça nous permettait de finir un bloc assez haut en stress, en fatigue. Et c'était une bonne chose parce que du coup, généralement, on avait des fins de bloc qui étaient vraiment concluantes. Et du coup, de réussir à faire redescendre aussi la pression pendant le deload ou le pivot et de recommencer un bloc avec une semaine plus tranquille parce que typiquement, ça c'est très particulier à l'athlète, mais pour ton cas, toi tu as tendance à avoir ton niveau d'entraînement qui monte assez rapidement. Tu vois, tu peux passer d'une semaine où tu fais un truc vraiment pas top, typiquement 600 de total, à 650 en semaine 2 et ton niveau il a augmenté de fou en juste une semaine. Et donc en fait c'est pour ça qu'on se permet de faire des deloads assez agressifs, de faire une semaine vraiment tranquille et en fait en même pas 3 semaines, tu arrives à ton prime, mais c'est ton prime ou ton vrai prime, tu as pas mal de fatigue, etc. etc. Donc voilà, c'est assez particulier en fonction de tous les athlètes et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, quand tu travailles avec un athlète depuis quelques mois, c'est cool parce que tu arrives à connaître tous ces paramètres assez précisément et savoir ce qui fonctionne ou pas. Donc voilà, je pense que enchaîner bloc sur bloc peut être une très bonne chose. Je pense qu'aussi faire des gros deloads peut être une très bonne chose. Ça dépend vraiment de ce que tu as envie de faire exactement et de la période dans laquelle tu es par rapport à des compétitions ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que aussi, il y a un truc, c'est que Loïc, t'es pas le genre d'athlète qui pendant un deload va rien faire non plus, tu vois. Le deload, il est volontairement agressif parce que je sais que tu vas pas sous-estimer encore plus le deload et que tu vas pas littéralement rien faire, tu vois. Donc on fait des trucs, on fait des variations un peu farfelues, tu vois, mais les variations tu vas quand même te donner dessus, tu vois. Et au final ça fait que c'est un bon deload parce que comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose que tu vas prendre à la légère et si par exemple c'est un athlète que je connais pas parfaitement et je sais pas comment il réagit vraiment sur les deloads, je vais pas lui mettre un deload aussi agressif parce que comme tu l'as dit, il y a de fortes chances qu'ils prennent le deload trop au pied de la lettre et qu'ils se disent, en pensant bien faire, qu'il faut qu'il y aille vraiment tranquille parce que c'est un deload. Pas forcément que c'est les vacances, tu vois, parce qu'encore une fois... voilà. Déjà, en fait, le moins de stress, il est déjà programmé dans le deload. Ça, exactement. En gros, tu vas juste l'aborder de la même manière, mais faire moins, et le moins, il est déjà écrit, en fait. Ça. Et certains athlètes, en voulant bien faire, pensent qu'ils ont besoin de se reposer complètement pour faire un deload. Donc voilà, c'est pour ça que c'est énormément nuançable. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Mais ouais, et pour revenir sur le truc que tu dis avec le sommeil et la fatigue, un truc tout con, mais en fait, plus t'es fatigué et moins t'es apte à savoir à quel point t'es fatigué, tu vois. Et ça, c'est vrai en fin de bloc aussi, où tu te sens, t'as l'impression d'avoir la tête sous l'eau et t'arrives pas à en sortir. En fait, c'est normal, parce qu'arrivé à un certain stade, tu peux pas vraiment quantifier ta fatigue et tu te sentiras peut-être plus fatigué que ce que tu es, et ça pose pas de problème. Et à l'inverse, tu peux être quasiment ils se battent pour le micro. Tu peux être quasiment, en gros tu peux être très peu fatigué et te sentir très fatigué, comme tu peux être très fatigué et te sentir pas fatigué. Et ça c'est typiquement si t'enchaînes 2, 3 nuits, 4 nuits de sommeil pourris, à la fin des 4 nuits tu vas dire waouh, je me sens mieux que la première. Non, c'est juste qu'en fait t'es pas capable de te rendre compte à quel point t'es fatigué. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas trop se fier à ces sensations qu'on peut avoir de la fatigue. Et il y a d'autres marqueurs beaucoup plus évidents et beaucoup plus fiables que simplement dire là je suis en forme ou là je suis pas en forme, tu vois. Je suis assez d'accord. Vous allez m'insulter pour la raison pour laquelle j'ai voulu prendre le micro. Je suis assez d'accord sur le fait que les gens, par exemple, qui ont du mal à dormir, au fur et à mesure des nuits de sommeil catastrophiques, vont être de moins en moins fatigués. Et j'ai un super film à vous conseiller, si jamais ça vous intéresse. C'est un film qui s'appelle Insomnia. Et en fait, c'est un gars c'est un policier qui va résoudre une affaire criminelle dans un pays nordique, dans un pays où il fait jamais nuit. Et en fait, du coup, il dort pas pendant toute l'affaire. Et en fait, il devient fou. Donc, mais en fait, moins il dort, moins il est fatigué, plus il travaille et plus il devient fou. Donc, on part un peu dans des sujets complexes, mais en tout cas, c'est un bon film si jamais vous voulez le voir. Voilà, c'était la prise de parole la plus sympa du podcast.
Il y a deux dernières choses qui me viennent à l'esprit. La première, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'effectivement, oui, moi je dis toujours aux athlètes, le meilleur indicateur de ton état de forme du jour, c'est pas est-ce que tu te sens fatigué ou pas, si tu as bien dormi, c'est tu vas sous la barre. Et sous la barre, voilà, ton corps te dira directement en fonction de tes ressentis, de la vitesse de barre à X ou Y charge. Voilà, tu sais que ton last warm-up, globalement, à X charge, il est censé bouger globalement comme ça. Si tu vas sous la barre et qu'effectivement c'est extrêmement là et c'est 3 RPE au-dessus de ce que ça devrait être, bon, t'es pas fatigué. Mais c'est vrai que très souvent. Mais encore une fois, faut faire attention parce que t'es fatigué, ta perception du RPE Oui. et le RPE est pas forcément la même. Donc c'est pour ça que les vidéos c'est intéressant parce que Oui. t'auras beau sentir que c'est dur, parfois ça va être super simple et l'inverse aussi est vrai. C'est pour ça que j'ai dit 3 RPE parce que 3 RPE généralement, Oui, bon, là, là, c'est un extrême quoi. Mais c'est vrai que généralement, oui, la vidéo est un très bon marqueur. Et la deuxième chose aussi que je dis souvent à mes athlètes, c'est que, et je peux le généraliser, tous les RPE, on va dire 9, 9,5, 10 ne se valent pas. C'est-à-dire que moi, je considère qu'un athlète, on va dire début intermédiaire, qui a une technique bof, qui va faire un RPE 10, c'est pas un athlète expérimenté avec une technique impeccable qui va faire un RPE 10 d'un point de vue stress généré sur le corps. Parce qu'en fait, l'athlète début intermédiaire, il va partir dans tous les sens. Par exemple, si c'est le squat, il va partir complètement en avant, les pieds vont bouger dans tous les sens, le dos va s'arrondir. Donc au final, il y a une déperdition de force et donc d'énergie monstrueuse. Et la complétion, le fait de finir, j'ai le mot en anglais, le fait de terminer le lift, il va lui demander une quantité d'énergie absurde par rapport à la tête plus expérimentée qui aurait une bonne technique et qui va vraiment, on va dire, rester dans une technique économe, si je peux dire ça comme ça. Moi j'aurais tendance à dire l'inverse. Hein. Ah bon? Parce qu'en fait, un athlète qui est expérimenté est tellement plus optimisé qu'un athlète qui ne l'est pas, qui pourra beaucoup plus utiliser son corps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Typiquement, si moi je fais un max RPE 10 et qu'un autre 105 qui a mon profil mais qui squatte 200 fait un max RPE 10, mon max à moi sera beaucoup plus traumatisant. Déjà par le fait que la charge est plus haute, parce que alors qu'on a une même structure entre guillemets. Oui, oui. Et aussi par le fait que ma technique est beaucoup plus optimisée. Dans un bon bloc, etc., où je tente un peu 10, où j'ai fait que des bonnes séances, où je sens que je suis très bien techniquement, où je peux pousser le truc, l'effort, en fait, ma technique est faite pour que je puisse pousser l'effort à pas loin de 100% de ce que mon corps est capable. Donc en soi, j'aurais presque tendance à dire que au final, c'est plus stressant, enfin c'est même sûr que c'est plus stressant pour mon corps. Alors comment est-ce que ça va se traduire sur la fatigue, c'est peut-être autre chose, mais c'est évident que pour moi, c'est plus stressant sur mon corps que ce le serait pour, tu vois, pour un athlète qui serait débutant ou en tout cas moins expérimenté. Parce qu'en fait, les déchets techniques, en fait, c'est une inhibition. Ça t'empêche de pousser comme tu pourrais, tu vois. Vrai. En gros, au lieu de squatter 220, tu squattes 180 et t'aurais peut-être pu. Enfin, certes, du coup, c'est parce que t'es moins optimisé et du coup, au final, tu produis une quantité de force qui est similaire, mais tu vois, c'est une perte. Donc, du coup, c'est que t'es moins optimisé. En fait, si tu fais l'analogie avec un moteur, si t'as un moteur qui fait 90 chevaux dans un litre, il a beaucoup moins de chances de casser que s'il en fait 300 dans un litre. Et tu vois, c'est un peu le même principe. C'est qu'en fait, vu que t'as la même structure, mais que tu demandes beaucoup plus de ressources, forcément, c'est le moment où il peut y avoir des failles, ou en tout cas, tu mets plus de chances de casser ou d'avoir une panne quelque part, tu vois. Pendant son moteur, évidemment, on l'a compris, c'est de l'analogie sur l'humain, quoi. Ouais, c'est un point de vue intéressant. Je l'avais pas abordé sous cet angle-là, effectivement. L'importance de la discussion entre coachs. Ok. Moi, le sujet que j'avais, c'est cool parce qu'on n'en a pas parlé encore pour l'instant. Je voulais savoir un peu avec vous, à partir de quel moment on peut essayer d'optimiser un passage en KT, que ce soit inférieur ou supérieur. Tiens. Pourquoi il veut aborder ce sujet? Alors, Je me pose la question. pour moi, ça dépend. Enfin, il n'y a pas de moment en mode c'est pas parce que tu as ton expérience ou quoi, c'est déjà la volonté. Le premier truc, c'est est-ce que l'athlète a l'idée, le projet, ou est-ce qu'il le veut vraiment, est-ce qu'il en est sûr, etc. Et quelles sont les raisons. Après, j'ai envie de te dire, si l'athlète est derrière moi et qu'il me dit je veux ça, peu importe les raisons, s'il est sûr de son choix, je vais pas lui dire non, je suis pas d'accord, parce que je respecte son choix et c'est comme ça. Évidemment, je vais peut-être faire un disclaimer en mode écoute, c'est pas utile, ou faut réfléchir par rapport à ça, etc. Et au final, si c'est son choix, c'est son choix et je le suivrai quoi qu'il arrive. Et ouais, du coup, ça va dépendre de pourquoi il le fait. Imaginons si c'est pour être compétitif, etc. Ça dépend de son niveau de compétitivité, ça dépend ce que ça coûte, machin, etc. Et après, il faut voir aussi la faisabilité du projet, tu vois. Parce qu'il y a ce que tu veux et les raisons pour lesquelles tu le fais ne sont pas forcément toujours en concordance. Imaginons, pour X ou Y raison, là, tu sais que les France, il n'y a pas grand monde dans une KT, du coup, tu vas dans cette KT pour gagner. En vrai, pourquoi pas? Mais du coup, qu'est-ce que ça va te coûter physiquement? Est-ce que tu dois faire plusieurs saisons là, ou est-ce que c'est juste un one-shot du coup pour avoir un titre? Et du coup, si la raison c'est simplement de gagner, en fait, pourquoi est-ce que tu te sens pas capable de le faire dans une autre KT, ou juste de prendre le temps de le faire correctement dans une autre KT? Donc en fait, ça va vraiment dépendre de comment l'athlète se positionne, et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne raison de le faire. Ça fait la ref à Astérix Obélix, Mission Cléopâtre.
Franchement, là-dessus, je pense que c'est assez personnel, mais c'est sûr qu'il y a toujours une question de faisabilité. Et dans une certaine mesure, excuse-moi, je te coupe, mais faut voir le contexte de est-ce que la personne est en bonne santé, est-ce qu'elle peut se permettre de perdre du poids, est-ce qu'elle n'est pas déjà très sec, est-ce qu'elle n'a pas de problème de santé par rapport à ça, ou à l'inverse, est-ce qu'elle n'est pas déjà en surpoids, voire proche de l'obésité, et qu'entre guillemets, on l'encourage à faire plus. Enfin, c'est évident que, typiquement, si on prend les SHW, 90% des SHW compétitifs sont en surpoids, voire même obèses. Donc là, la question de la santé, elle est claire. Mais voilà, en fonction de ta pratique, si t'es loisir, compétiteur, machin, etc., bah, ça se pose la question. Parce que si on te dit d'être APDC plus 60, d'être obèse, bah, ça a un coût, ton capital santé. Et donc, du coup, faut que l'athlète en soit bien conscient aussi, quoi. Ok, ouais, je voulais savoir s'il y avait peuvent être les indices qui montrent que ça peut être une bonne idée, mais pas d'un point de vue compétitivité, d'un point de vue peut-être plus physiologique ou par rapport le rapport que tu as à ta KT, est-ce que tu arrives à la remplir, etc. Pour moi, c'est évident, hein, si tu es très 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 sec et que tu limites ta prise de muscle depuis un moment, que tu es assez débutant et que du coup tu peux prendre encore beaucoup de muscle, bah j'aurais tendance à te dire de monter, même si encore une fois c'est pas du tout obligatoire, parce que moi je change d'exemple, hein, je pourrais monter en 120 mais je le fais pas, comme Pana pourrait monter en 74 mais il le fait pas. Et après il y a aussi en vrai, pour moi, il y a aussi la question de toi, ton appétit par rapport à ta KT. Typiquement, moi, monter en 120, ça me pose absolument pas de problème. S'il faut manger plus, je peux le faire. S'il faut manger moins, ce sera plus compliqué. Et il y a des gens pour qui manger plus, c'est très très compliqué. Du coup, ça va inévitablement un peu limiter le fait de monter en KT. Et à l'inverse, il y a des gens pour qui manger moins, c'est très très compliqué parce qu'ils se sentent déjà bas en cal ou ils sont déjà objectivement bas en cal et que pour eux, le déficit, c'est très compliqué, tu vois. Du coup, il y a Clémence qui s'entraîne à côté, donc j'ai une note de Clémence. Elle était en 57 au début du coaching, elle est montée en 63. Elle a voulu repasser en 57, donc elle a fait ça bien, elle a pris un suivi, etc. Mais en fait, il fallait avoir un nombre de calories tellement faible pour qu'elle perde du poids qu'au final, c'était pas tenable parce que ça déboîtait la qualité de ses entraînements, sa récupération. Et au final, on s'est dit, ok, elle a essayé, je crois, 5-6 mois. Je lui ai dit, ok, moi je pense que clairement, il vaut mieux que tu restes en 63. Résultat, elle est remontée en 63, les perfs ont explosé comme jamais et il y a encore énormément de marge. Donc, effectivement, et en plus, ça c'était un petit argument en plus, il y avait aussi le côté rapport au corps. De mémoire, c'est qu'elle se sent, il me semble, je crois que c'était ça, qu'elle se sentait beaucoup moins bien dans son corps en étant beaucoup plus légère et en mangeant moins que maintenant. Oui, il me semble que ça. Donc là, pour le coup, la question ne se posait pas. Je pense qu'en fait, il y a vraiment ce côté où si ton poids de forme, c'est-à-dire, on va dire en mangeant juste bien, mais sans te restreindre, il est vachement plus haut que ta KT, bah, il faut qu'effectivement déjà tu aies là une volonté de faire pour faire la diète, le water cut éventuel, etc. à chaque compétition régulièrement, surtout si tu es athlète de haut niveau et que du coup tu dois le faire plusieurs fois par an. Ouais, mais du coup l'inverse, moi je dirais. Parce qu'en fait, il y a un seul moment où c'est rentable, c'est quand tu es athlète de niveau, tu vois. Oui, genre oui, typiquement, oui. moi je me limite en poids. Si j'étais pas athlète de niveau, je le ferais pas. Je ferais probablement 110, 115 kilos, enfin même plus 115, 120 kilos et ce serait mon poids de forme. Mais je le fais pas parce que je sais que par rapport à X ou Y raison, enfin pour X ou Y raison, par rapport à là où je me suis qualifié, etc. et ma saison, comment elle se profile, je dois être dans cette catégorie-là, donc j'y reste, tu vois. Oui. Ouais, donc, quels sont les deux arguments? Ouais, du coup, tu te poses pas trop la question parce qu'au final, ça t'est un peu imposé d'un point de vue compétitivité. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est parce que je suis athlète de haut niveau. Si j'étais athlète de loisir ou si j'étais moins compétitif, je pense que je me prendrais pas la tête à être en déficit, enfin, pas en déficit, mais à me restreindre autant en calories toute l'année, tu vois. Oui, c'est vrai. Et je t'ai coupé. Ouais, je vais dire mais ouais, je pense qu'il y a un gros aspect psychologique, ce que tu disais de monter de KT. En fait, juste le fait de moment où tu dis, en gros, si t'es à 60 kg, mais que pour toi t'es en 57, en tout cas que tu cut en 57, tu te visualises en 57. Et le jour où tu dis, ok, c'est bon, j'accepte que je suis en 63, et ben il y a un gros aspect psychologique de dire, waouh, je suis une KT au-dessus. Le niveau il est là, moi je suis là, je dois monter et en général ça débloque pas mal de trucs, tu vois. Et moi je l'ai vu quand j'ai essayé de monter en 120, mon squat il a pris direct 50 kilos, tu vois, genre juste parce que alors que j'ai pas pris grand chose hein. Au début j'étais à genre 108, je suis monté à 111 et j'ai fait un doublé à 340 au squat, alors qu'avant ça mon meilleur squat ça devait être peut-être 320, enfin dans cet épisode là je squattais 320, tu vois. Et juste d'avoir pris 3-4 kilos et de me dire bah maintenant je suis en 120, il y a des mecs qui squattent 380, bah voilà, et ça m'a débloqué un peu. Je sais pas si c'est psychologique, mais ça joue dans une certaine mesure, c'est évident, parce qu'en fait, ça te crée une dynamique vers maintenant, ça, c'est ma KT, donc ça, c'est les perfs que je dois avoir, tu vois. Disons, pour répondre à ta question, pour continuer ce que je disais, moi, les deux aspects, ça va être effectivement l'aspect bien-être psychologique et l'aspect, comme tu disais, faisabilité, en fait. Est-ce que juste, en termes de diète, c'est faisable ou est-ce que tu es obligé d'être à 1500, bon, pour une fille, en l'occurrence, d'être à 1200 calories limite à l'année pour rester dans ta KT, auquel cas, même si tu y arrives, parce que tu as une volonté exceptionnelle, le problème, c'est est-ce que tes entraînements, en fait, ils vont pas juste être systématiquement bridés parce que tu n'auras pas la calorie nécessaire juste pour récup et pour performer comme il faut. Après, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que, en fait, dans toutes les thématiques de recomp, machin, etc., où on essaie d'augmenter le métabolisme basal, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en soi, en théorie, si tu manges pas beaucoup, mais que tu es en maintien, bah,
ton corps a ce dont il a besoin. Là où c'est problématique, c'est que si en fait ton maintien descend tellement bas, entre guillemets, parce que ton corps, entre guillemets, bon, ça veut rien dire, hein, mais se met en survie, donc du coup ton maintien descend et tu continues de pas perdre de poids, mais tu dois descendre de plus en plus pour maintenir un poids. Là, ça devient problématique parce que, bon, évidemment, en termes de satiété, déjà, bon, c'est problématique, et psychologiquement, de pas manger grand chose, ça joue. Mais encore une fois, en théorie, ton corps, si tu prends pas ni ne perds pas de poids, bah, tu donnes à ton corps ce dont il a besoin. La question c'est est-ce que ce dont il a besoin, enfin en gros ce dont il demande maintenant est vraiment ce dont il a besoin ou il s'est entre guillemets calmé au fur et à mesure du temps. Mais tu peux très bien manger beaucoup et ne pas avoir assez, comme tu peux très bien manger très peu et avoir plus qu'assez. Donc simplement le fait de manger peu ou beaucoup, c'est pas suffisant en fonction des métabolismes, en fonction de plein de choses pour définir est-ce que c'est suffisant ou pas pour performer. Et là-dessus, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à comprendre dans la diète de manière générale, quoi. Puis le besoin, tu disais que ton corps a par exemple par rapport à un total calorique de maintien, est-ce que c'est un besoin de survie ou est-ce que c'est un besoin pour performer? Et du coup, ça change aussi, donc c'est vrai que... Et c'est influencé par tout. Genre, si tu marches 20 km par jour, c'est évident que ton besoin sera plus haut. Et du coup, c'est un peu, moi, c'est ça que j'aime pas trop avec la mode d'ICAPA. Je te coupe encore une fois, désolé, mais en gros, c'est les gens qui marchent beaucoup pour dire je peux manger plus. Ouais, mais en fait, si tu manges plus, c'est parce que tu t'es plus dépensé. Donc, au finalité, la finalité, c'est la même. Alors, peut-être que toi, psychologiquement, tu es content de manger plus, mais ton corps a juste plus dépensé de calories. Donc, en fait, ce que tu vas manger en plus, c'est compenser pour le fait que tu as dépensé 200, 300, 400, 500 calories en marchant, tu vois. Donc, en théorie, c'est du pareil au même. Le seul argument que je pourrais voir, c'est si j'arrive pas à avoir assez de micronutriments, et j'ai bien dit pas macronutriments, de micronutriments dans mon alimentation classique pour X ou Y raison, parce qu'il m'en faut beaucoup et que je mange très peu, là, ok, ça peut être intéressant de faire du cardio ou en tout cas d'avoir une activité qui est plus haute pour pouvoir manger plus et du coup apporter tous les micronutriments dont tu as besoin. Mais en théorie, si tu as besoin de temps pour un maintien et que tu arrives à avoir ton taux de prot qui est dépendant du coup de ta masse musculaire, donc en théorie, tu pourrais toujours l'avoir vu que c'est pas un nutriment qui est très calorique, et de compléter en glucides et en lipides, sachant qu'encore une fois, tu n'as pas beaucoup de besoin de lipides en fonction de ce que tu prends comme lipides, de qui tu es, etc. Et surtout si tu les choisis correctement, tu te retrouves. En théorie, voilà, les calories dont tu as besoin pour survivre et pour vivre correctement, elles sont pas forcément hautes. Et c'est pas parce que tu es bas que c'est forcément problématique. Et voilà, je voulais juste faire un petit disclaimer par rapport au NIT parce que je pense que c'est très mis en avant et c'est mal compris et interprété par certaines personnes. Surtout, c'est pas du NIT. Oui. C'est totalement volontaire de faire 10 000 pas par jour, donc c'est pas du NIT. Voilà. Pour hit encore plus. Oui, ou enfin, ça dépend pour qui. Typiquement, t'as toujours l'argument de oui, donc si j'ai marché dehors, est-ce que je le fais parce que je le veux, ou est-ce que je le fais parce que. Enfin, moi, typiquement, j'ai un appel, je vais me mettre à marcher, tu vois. Donc c'est pas. C'est pas un exercice parce qu'en fait je suis au téléphone, je parle et je marche et c'est du NIT du coup. Pour autant quand je rentre chez moi, du coup c'est du NIT. Non, enfin si c'est du NIT parce que je dois rentrer chez moi et je pourrais très bien prendre la voiture. Du coup c'est plus du NIT. Enfin tu vois, c'est un peu complexe le sujet. Pour moi en fait, ce que ça veut dire non exercice, c'est en gros, c'est pas un truc qui te demande un effort réel, tu vois, c'est quand tu vas marcher, enfin je veux dire je peux marcher toute ma journée, ça me poserait pas de problème. Et par contre, si je vais à chercher une intensité un peu plus haute, si je vais faire de la bike, là par exemple, tu vois, j'ai cette démarche de je fais du sport, tu vois ce que je veux dire. Okay. C'est vrai que j'ai pas parlé sur ce sujet-là. Non, moi, si on reste parce que tu parlais un peu dans le cadre physiologique et tout, mais si on vient vraiment dans le cadre compétitif, mon discours perso et mon discours de coach, il va pas être le même, mais moi, je suis plus favorable à une descente de KT pour être plus compétitif, et pourtant, pour quelqu'un qui commence, je vais lui dire non, tu vois. Ceux qui veulent vraiment faire le poids dans une petite KT ou quoi, je vais pas être pour les cuts sur les premières compes. Bon, alors que c'est ce que j'ai fait personnellement, mais comme j'ai dit, entre le perso et ce que je conseille moi, c'est différent. Mais j'ai beaucoup plus de mal avec monter d'une KT plutôt qu'avec descendre d'une, parce que vu que moi je suis un compétiteur, donc je veux que le mec il soit le plus compétitif possible, et je vois plein de profils qui sont dans telle ou telle catégorie de poids, souvent dans les 74-83, et qui montent de KT en disant je serais mieux dans celle d'au-dessus, là je suis un peu restreint et tout, alors que ils ont même pas des poids de forme à 78 ou quoi, ils sont genre à 75-5, quelque chose comme ça, et on se dire je me sentirais mieux en 83 et tout. Et moi, ça me frustre. C'est pas moi l'athlète, et ça me frustre quand même, parce que je me dis, c'est un potentiel non exploité de fou. Je pense que ça si le mec il s'entraînerait un peu plus, et là je parle pas de pratiquant loisir, parce qu'un pratiquant loisir il peut monter de KT, on s'en fiche quoi. Mais un pratiquant qui fait de la compète, qui en fait plusieurs dans l'année et qui se dit, je vais monter de KT pour être mieux, je suis là genre, entraîne-toi plus, vise un peu plus haut. Mais moi je pense que c'est psychologique. Ce que je disais, c'est juste le besoin de renouveau. Parfois en fait sur une KT, c'est juste une nouvelle quête, c'est un nouveau truc que tu fais, et donc du coup tu le fais parce que tu te mords un peu la queue dans ta pratique et tu as envie de faire autre chose, tu vois, d'avoir un nouveau goal, un objectif. Et moi, ça m'arrive plusieurs fois de faire ça en montant en 120 parce que j'avais besoin un petit peu de renouveau, et au final, je reviens très souvent en 105, ou en tout cas, pour X ou Y raison, là, ça a toujours été le cas, je suis revenu, tu vois. Donc je pense que c'est vrai qu'en fait,
pour le coup, une transition 74-83, c'est 7 kilos, c'est beaucoup. 7 kilos de Mais- muscle, c'est très long à prendre en fonction du niveau évidemment, mais même pas en fonction du niveau. Un débutant, 7 kilos de muscle, voilà, ça prend du temps à faire. Donc en fait, pour être autant optimisé que tu l'étais à 75 à 83, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est pas certain que ce soit beaucoup mieux, sachant qu'en fait, en théorie, si on prend les profils des meilleurs athlètes, tu peux toujours devenir un peu plus sec pour ton poids de corps. Tu vois, je prends des mecs comme Pana, typiquement, ils sont extrêmement secs. Et en fait, en théorie, au lieu de monter d'une KT, si tu fais 75 kg, que tu es à 15%, bah, tu pourrais bien faire 75 kg et être à 12%, puis 75 kg et être à 10%, et pousser le truc pour être de plus en plus compétitif. Et ça fonctionnerait de la même manière que de vouloir faire 83 pour prendre du muscle. En fait, si tu prends du muscle sur 74, tu seras plus sec pour 74 et donc en théorie plus compétitif. Surtout que si on parle encore de compétition, si on prend par exemple les minima France, la différence entre le minima 74 et 83 open et la quantité de muscle que tu as à gagner entre les deux, ça ferait genre je sais pas combien de kilos par kilo de muscle que tu peux potentiellement prendre. Et en fait, c'est énorme quoi. Le mec qui est déjà pas hyper compétitif en 74, on va dire open France, et qui se dit je vais passer en 83 pour être plus compétitif, en fait, il va peut-être Ouais, mettre mais 3 ans à y arriver. C'est parce que quoi. c'est basé sur le niveau des athlètes en fait. Donc c'est ça en Ouais. fait. Les minima, c'est pas basé sur le. Enfin, en gros, c'est le niveau de la KT. Si la KT est très forte, bah, le minima sera plus haut par rapport au reste, Mm. tu vois. Mais du coup, en plus, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça me fait tilt à ça aussi, c'est de se dire, bon, pour les KT plus hautes, en l'occurrence, ça veut dire 93, 105, les minima sont très en open, en l'occurrence senior, en open, pardon, les minima sont très proches. Donc là, pour le coup, pour un athlète qui n'a pas encore les minas, ça pourrait être intéressant de se dire, je sais pas si son poids de forme c'est 97, de se dire pourquoi pas prendre un peu de poids. Dans tous les cas, je crois qu'il y a 15 ou 25 kilos d'écart, je crois, de minima entre 93 et 105. Et en l'occurrence, prendre 12 kilos de poids de corps le jour de la compétition, ça peut clairement t'aider à choper ces... Bon, après, d'un point de vue podium, peut-être que Oui. j'ai plus vraiment en tête les différences de niveau entre le top, on va dire 5, 105 et 93. Mais déjà, pour choper tes minima, si tu veux faire le pas d'aller aux France, ça pourrait être pour le coup une option intéressante. Oui, ça va vraiment dépendre de pourquoi tu le fais, mais c'est sûr que c'est pour aller aux France. En fait, aller dans la KT la plus simple, si ton objectif, c'est un peu ton objectif final d'aller aux France, je peux comprendre. Et puis après, si tu veux aussi vivre l'expérience, pour X ou Y raison, c'est compréhensible que certaines personnes veulent aller aux France. Moi, je prends l'exemple là de Barnabé, c'est pas pour le vanner, tu vois, mais c'est un objectif pour lui d'aller aux France. Et donc, dans ce cas où il est un peu récrac par rapport au niveau, c'est normal qu'il essaie d'optimiser sa KT pour y arriver justement, parce que c'est son objectif à lui à l'heure actuelle. Et peut-être que dans 5 ans, il sera beaucoup plus fort, il pourra viser plus, mais c'est son niveau de maintenant, et donc du coup, c'est le mieux qu'il puisse faire avec ce qu'il veut avoir comme attente, enfin ce qu'il a comme attente quoi. Là, c'est ça, en fait, il lui restait 1 an en junior. Il s'est dit, bon, les minima sur une période de 6 mois, il me manque je sais pas combien de kilos à avoir, je les aurais pas. Par contre, 66, normalement, c'est jouable. Donc, on a fait la descente. Bon, malheureusement, ça n'a pas été concluant parce qu'il a trop perdu trop longtemps. Il était KO, mais c'est vrai que vu que c'était la dernière année junior, en senior, la question enfin en open, la question. Justement, je pense que c'est presque une bonne chose pour lui parce que du coup, il se posera plus la question, il va juste s'entraîner Oui, pour s'entraîner oui, complètement. et au final, bah, il verra où ça le mène quoi. Complètement, là, il a déjà repris, il est clairement plus fort, il est à 70, en 70 qu'à 66, quoi. Mais c'est vrai qu'en open, la question se pose moins, parce que vu que tu as de 24 à 39 ans, bon, il n'y a pas une question de il me reste un an. Oui, même Open, c'est tout. Enfin, Ouais, c'est Open, tout. c'est pas assez senior. Oui, il il fait un senior, pardon. En théorie, à 16 ans, tu peux y aller quoi. Oui. Tant que t'es plus cadet, je crois que c'est juste les cadets n'ont pas le droit de concourir en Open. C'est d'un point de vue légal quoi, mais après, c'est ok. Et du coup, si on a le temps de rapidement, si jamais du coup il vous semble bon pour vous, en tant qu'athlète ou même en tant que coach, de faire ce changement de KT, que ce soit une montée ou une descente, sur quelle période de l'année, sur quelle temporalité vous voudriez le faire? Dis-moi quoi. Du coup, je fais comment Alors, en vrai, la plus logique, c'est prendre la période où tu as le plus de temps entre tes deux compétitions pour prendre le temps de le faire. Moi, je pense pas, j'aurais pas tendance à dire pour prendre le temps de faire le déficit parce que perso, je suis fan des déficits assez agressifs, mais ça va dépendre encore une fois de est-ce que tu as de la marge pour perdre, est-ce que tu es capable de maintenir une diète basse en calories, à quel point ça impacte tes entraînements, est-ce que tu as un taf qui te demande d'être vraiment en forme à côté, ou quel cas c'est compliqué. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais quand c'est possible, j'aime bien faire des diètes plus agressives et en fait, juste pour arriver vite au poids de corps, se stabiliser et pouvoir prendre de l'expérience à cette nouvelle KT parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, que ce soit les leviers, ta capacité de récupération, comment tu te sens, enfin tout ça, ça va être complètement nouveau et je me dis que plus tôt j'y serai, plus tôt je pourrais voir ce que ça rend, plus tôt je pourrais m'y adapter et faire les choix qui seront nécessaires d'être faits, plutôt que d'arriver une semaine avant entre guillemets au poids par rapport à ma compète. Donc du coup d'avoir fait toute une prépa en déficit et d'être un peu lâché comme ça dans la jungle sans trop ou sans assez de repères du moins. Ok, bah du coup on a fini sujet 3, encore un Non, petit il me problème reste un technique. truc à dire. Ok, alors attendez, on reprend, je refais le récap. Richard, je dormir. En fait la caméra coupe toutes les 30 minutes, donc ça veut dire qu'on a déjà fait au moins 1 heure.
Donc du coup, je viens de comprendre ça. On embraye, on continue sur le sujet du coup du cut. Quels sont les moments les plus propices et comment cut d'une catégorie? Question posée par Charlie. Alors, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment comme ça, et c'est uniquement dans le cas où il y a beaucoup de temps. Je me dirais que si tu dois faire un cut, c'est peut-être plus judicieux de le faire l'été, parce qu'avec la chaleur, surtout dans le sud, là, il fait vraiment bien chaud, tu as tendance à moins avoir d'appétit. Et à l'inverse, si tu dois monter d'une caté et du coup beaucoup manger, l'hiver s'y prête bien pour tous les plats chauds, etc. Parce que, Bulking. voilà, ça peut être, disons que si tu as le luxe d'avoir la temporalité te permettant d'étaler ta sèche ou ton cut sur longtemps, enfin ta sèche ou ta prise de poids sur longtemps, tu peux, je pense, jouer sur ça. Parce que bon, faire un bulk en plein été quand il fait 45 ici, c'est compliqué. Hein. C'est bien compliqué. Je pense que ça dépend encore une fois du profil. Moi perso, été, hiver. Ça te dérange pas de manger plus? Moi, l'été, naturellement, je mange beaucoup moins. Ah non, non, non. Ah, du coup, si tu manges pas, et en plus, c'est l'été. Peut-être il y a moyen. Novembre. Du coup, t'avais une question du coup encore Ouais, mais. Vas-y, une question. Du coup, est-ce que tu penses que si du coup tu changes de KT et tu montes ou tu descends de KT et ça se passe pas bien, est-ce que tu penses que ça peut avoir une vraie conséquence pour le futur de la carrière de l'athlète, entre guillemets, si jamais ça n'a pas été concluant et qu'on veut revenir un peu en arrière? Non, je pense pas. Super. Ah ouais, je pense pas. Parce que, pour moi, c'est un truc qu'il faut tenter. Enfin, tu peux pas, tu vois, c'est pas parce que t'as loupé une compétition ou quoi. Et à l'inverse, c'est pas parce que t'as loupé une compétition sur une KT que t'es pas bon cette KT. Parfois, il faut juste prendre un peu plus d'expérience et voir ce que ça donne. Si on regarde tes dernières compétitions sur une 14, t'aurais tendance à dire qu'elles sont toutes loupées, je suppose, tu vois. Oui. Pour autant, ça veut pas dire que t'es pas fait pour être en 74, tu vois. Si. Non, je sais pas. Enfin bon, je crois que c'est la fin de la question. Du coup, Coco, on parlera après là. C'est la fin de la question. On va passer sur mon sujet. Alors, je m'en souviens, il me semble, mais je vais reprendre celui-là pour être sûr à 100% de ce que je vais dire. Ouais. Ok. Moi, il y a un truc qui m'est venu dernièrement, justement, moi j'en parlais avant avec Antoine ou avec des gens que je coach depuis un moment. Et en fait, j'avais tendance à avoir une façon de faire qui était assez, pas similaire, mais en gros, j'avais une façon de faire sur laquelle j'adaptais beaucoup, mais ça restait toujours propre à cette façon de faire-là. Et j'allais pas forcément trop explorer à côté. Parce que en général ça fonctionnait, je trouvais toujours une solution en restant dans ce schéma-là, et donc du coup j'aimais bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des athlètes avec qui ça dure depuis un peu plus longtemps, où il y a peut-être cette monotonie qui s'installe, ou à l'inverse justement ça fonctionne plus, on a testé beaucoup de choses et c'est le moment de chercher un petit peu de renouveau. Et ben en fait c'est vraiment ce débat-là de la créativité et quelle importance elle a, quand est-ce qu'elle arrive, est-ce que avec le temps du coup justement on apprend à voir un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Quel moment ce serait peut-être intéressant d'incorporer des choses qui sont différentes, nouvelles pour certains athlètes, et est-ce que du coup la durée d'un suivi joue justement avec ce besoin de créativité. Voilà. Enfin, moi c'est un truc du coup dont je me suis rendu compte que avec mon expérience, je pense que cette année c'est un des trucs sur lesquels j'ai le plus évolué en tant que coach, le fait de pouvoir entre guillemets penser en dehors de ce que j'ai l'habitude de penser et faire des trucs qui sont un peu nouveaux. Et je pense que tu as dû le voir toi, dans ta progrès et tout, il y a pas mal de trucs un petit peu qui changeaient, qui ont pu être mis en place par moi, et du coup je pense que c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup réfléchi cette année, et je veux votre avis là-dessus. Tu veux commencer ou... Ouais, moi je pense que déjà c'est un sport qui évolue, et du coup on découvre de plus en plus de choses, et puis t'es coach depuis longtemps, mais tu continues à apprendre toujours et à essayer de plus en plus de trucs. Donc déjà il y a ça, mais aussi tout simplement, qu'est-ce que je veux dire? Oui, moi j'avais un peu l'impression quand je commençais un suivi avec quelqu'un de me dire, je fais un peu les trucs de base et je vais pas utiliser toutes les cordes de mon arc, tu vois. Genre, ah non, ça c'est un truc un peu spécial pour l'étape d'après, je vais pas lui mettre maintenant. Et c'est peut-être une erreur, et il faut peut-être commencer dès le début en faisant évidemment des trucs spécifiques, des choses de base, mais voilà, quand il y a un petit deload ou un nouveau bloc, faire un nouveau truc auquel j'ai pensé et tester sur un peu tout le monde ou des choses différentes sur plusieurs athlètes pour voir ce que ça peut donner, quoi. Bon, en fait, si tu le fais pas, je pense qu'au final ce sera jamais le moment. Enfin, comment expliquer, si tu te dis c'est pas le moment, en réalité ce sera jamais le moment, parce que du coup ça veut dire que soit que c'est un mauvais choix parce que du coup ça prend trop de risques et entre guillemets ça risque de vraiment d'importer du négatif à l'athlète, soit il faut le tenter, et dans ce cas tu le verras, et il faut pas avoir peur de le faire, parce que c'est pas une variable qui va complètement ruiner l'entraînement de ton athlète, et pour autant si tu le mets pas en place là, en fait tu le feras jamais, et au final c'est une perte de temps. Le but c'est aussi de trouver ce qui fonctionne, et en fait ce qui fonctionnait il y a X temps ne fonctionne peut-être plus maintenant, et ne fonctionnera peut-être de nouveau dans X temps, et c'est là en fait où c'est important
de ce qu'on disait aussi avant, d'amener la chose en fait. C'est pourquoi je fais ça, quel est l'objectif derrière ça, et du coup on l'amène avec l'athlète pour essayer de le faire fonctionner. Et quand ça fonctionne et quand tu crées ce lien avec l'athlète, de pouvoir expliquer et du coup qu'il y ait la confiance en général, tu peux être beaucoup plus créatif et ça passe beaucoup mieux en général, quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord et je pense aussi surtout que typiquement quand tu commences à coacher des gens et que tu es assez jeune, que ce soit dans ta carrière sportive ou même par rapport à ton âge de manière générale, si tu commences à coacher une personne à ce moment-là, que tu la suis depuis 2 ans et que du coup en 2 ans tu as fait 6 compes, que tu t'es fait mal au dos, que tu as changé ta manière de t'entraîner, ta vision en tant que coach va changer et va évoluer aussi. Et du coup, bah, forcément, pour moi, au plus tu as d'expérience, au plus tu as de bagages techniques pour pouvoir créer des choses et savoir, enfin surtout savoir ce qui va pouvoir fonctionner avec quelqu'un sans forcément l'avoir déjà testé avant. Parce que tu as ce feeling, tu as ce truc-là que tu as acquis avec de l'expérience. Et donc, moi, perso, je le vois aussi en grandissant en tant que coach, que y a des choses que je pensais avant, que maintenant je pense un petit peu moins, et surtout des choses que je me permets de faire, parce qu'avant, je me disais que, vu que par exemple, j'avais un petit peu moins d'expérience dans le domaine, je me disais que si je voulais faire des trucs un peu trop farfelus, j'allais peut-être pas le maîtriser. Maintenant, je sais que j'ai plus d'expérience et que je me sens plus capable de faire ce genre de trucs, et surtout, quelque chose qui est assez important par rapport à la créativité, c'est que ça va généralement plutôt bien répondre aux athlètes parce que l'adhérence est quelque chose d'assez primordial dans le sport de manière générale, surtout dans le nôtre parce que c'est un sport qui est assez fixe, où on fait souvent la même chose. Ouais, Donc voilà, on a tendance à faire souvent les mêmes mouvements, etc. etc. Et tu as des athlètes soit qui vont adorer ça. Perso, moi j'adore, je fais que du squat, du bench, du terre. Si je pouvais faire que des singles, je le ferais. Moi j'adore ça et je m'ennuie absolument pas. T'as des athlètes, ils font 1 mois en faisant que du SBD, ils pètent un câble et ils veulent faire de la muscu et ils veulent faire d'autres choses, tu vois. Oui, j'ai mes périodes. Et donc du coup, ça en fait, si en tant que coach, t'es pas capable, même si c'est pas ta vision à toi, de pouvoir la transmettre à ton athlète, je pense que c'est un peu dommage. Typiquement, moi je suis quelqu'un dans ma pratique d'hyper spécifique. Pour moi, ma pratique n'est pas monotone du tout. Pourtant, je fais que ça. Je fais aucun renfort et j'ai quasiment aucune variation. Mais pour autant, je peux comprendre qu'il y ait des athlètes qui ont envie de tester de nouvelles variations. Typiquement, on en parlait, le beltless. Moi, c'est un truc perso, j'ai quasiment jamais fait et j'ai même pas envie d'essayer. Mais si un athlète me le demande, je vais pas me dire oh non, tu vas pas le faire. Ouais, tu vois. Je me souviens de Tradi Betless. J'ai fait ça, moi. Moi, j'ai du deadlift 120. Ouais, 170. C'est vrai, je me souviens même plus. Il a fait 120, 170. Bon, Ah ouais, c'est vrai. Il a dit, genre vraiment, elle était petit, je mets de 20. Elle l'a pas décollé du sol. Perfless, Voilà, techniless. exactement. Et Voilà, donc, c'était technique, ouais. ouais, c'était fou. Je suis trop nul en tradi, je tire 200. Et du coup, ouais, voilà, je pense que c'est assez important d'être assez créatif. Et du coup, pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Et c'est cool. Nous, par exemple, ici, on passe beaucoup de temps, que ce soit avec des athlètes ou avec d'autres coachs. Et forcément, la discussion se crée. Et tu peux, même si c'est quelque chose sur lequel t'es pas spécialement d'accord, par exemple, si tu as une discussion avec quelqu'un, ça peut quand même te rester dans le coin de la tête et tu peux l'amener d'une manière différente avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, je pense que c'est bénéfique pour les athlètes et c'est aussi bénéfique pour le coach parce que pareil, en tant que coach, quand tu passes ton temps à faire des programmations, à faire des retours techniques et que tu vois ça toute la journée, si tu fais encore plus de ça tout le temps la même chose et que tu as littéralement tout le temps le même truc à faire, tu t'ennuies, tu vois, et c'est moins drôle. Donc évidemment, c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi et faire des prog folkloriques, tu vois, mais oui, ça peut être cool et je pense que ça a tout son sens et surtout que tu gagnes en expérience aussi en faisant ça, tu vois, parce que parfois il y a des choses qui fonctionnent très bien et t'es étonné et parfois il y a des choses qui fonctionnent vraiment moins bien et t'es étonné aussi, mais si t'as pas fait ça n'importe comment, t'as pas ruiné ton athlète non plus, donc on apprend et voilà. Et en plus, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est que justement tu apprends un peu à diagnostiquer quand l'athlète en a besoin, enfin quand les athlètes en ont besoin de ce truc là, tu vois. Et avec la discussion, soit ils te le disent, soit il y a des gens qui vont pas te le dire parce qu'ils s'en rendent même pas forcément compte eux-mêmes ou qui veulent pas te le dire, mais tu apprends à savoir quand est-ce qu'il y a ce besoin justement de ce moment de peut-être faire quelque chose de nouveau, de changer, etc. Et quand entre guillemets, comme je disais, tu commences à te mordre la queue et que c'est le moment de changer, tu vois. Et moi je le vois souvent, il y a un petit cycle comme ça quand tu suis quelqu'un, enfin quand tu es suivi par un coach. Ou que tu rentres dans une monotonie, en fait, il y a un mec qui va être très content de votre travail, où tout se passe très bien, mais il va vouloir changer. Juste parce que c'est toujours la même chose, etc. Et c'est quelque chose que je comprends, et je pense que justement, c'est quelque chose qui peut être évité. Parce que pour moi, je vois pas ça forcément comme un échec, mais si tout se passe bien, c'est con d'arrêter dans le sens où on progresse, etc. Mais en même temps, c'est un peu de la faute du coach de pas apporter ce truc qui fait que l'athlète a justement envie de rester, envie de continuer à faire ce truc-là et s'ennuie pas. Et il y a certaines personnes qui vont pas vouloir le dire parce qu'elles vont avoir peur d'entre guillemets insulter le coach en disant voilà, ça me correspond plus, etc., etc. Et pour moi, c'est pas ça, c'est vraiment le dialogue est important là-dedans. De vouloir du nouveau, c'est pas forcément un problème, mais c'est pour ça que c'est aussi important que le coach soit capable de diagnostiquer en fait le moment où ça commence un petit peu à battre de l'aile et trouver ce truc qui va faire que on repart de plus belle entre guillemets quoi. Et puis des fois, rien que le fait de discuter et que l'athlète te dise
j'aimerais bien changer un petit peu. Tu te dis, toi, enfin, des fois, il peut y avoir ce déclic de se dire, ah, mais j'aurais pas pensé pouvoir te mettre ça à toi qui fait que du spécifique depuis longtemps. Et tu te dis, ah, bah, c'est cool qu'on discute et du coup, tu vas peut-être pouvoir plus kiffer ton entraînement après, quoi. Donc, ouais, c'est là où la discussion est importante. Mais même, tu vois, dans une relation assez proche comme toi et moi, il y a des moments où, tu vois, l'entraînement se passe moins bien, on sent que, voilà, tu vois, t'es pas forcément à fond, etc. Et justement, c'est à chaque fois là où, tu vois, on retourne sur un truc un peu nouveau et ça ravive, entre guillemets, la flamme. Et tu vois, même dans une relation très proche où il y a une discussion, t'es pas forcément capable de me dire je m'ennuie. Enfin, tu vois, parce que tu ressens pas ce truc de. Tu sens pas l'ennui. Enfin, ce que tu ressens, c'est ouais, c'est pas de l'ennui ou de la monotonie ou quoi, mais il faut changer un truc. Et tu vois, faut que ça vienne du coach parce que si toi, t'arrives pas à diagnostiquer toi-même, ou justement que tu veux pas le faire parce que tu veux pas mettre trop ton nez dans ton entraînement, bah tu vois, c'est à ce moment-là où il faut trouver le truc pour amener un peu de variation, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et bah, typiquement, par rapport à mon cas, c'était pas de l'ennui ou quoi, parce que ce que je faisais à l'entraînement me correspondait bien et ça me plaisait. Mais ce qui me plaisait pas, c'est que j'arrivais plus à performer, je stagnais. Et je pense que quand on est sur un cas de stagnation avec un athlète, faut pas se dire t'inquiète, ça va aller, on continue 3 mois et ça va se relancer tout Ouais, faut seul. être actif dans la On démarche. y va, tu vois, on trouve des trucs et peut-être que parfois c'est pas top, mais de toute façon, si t'es déjà en train de stagner, bah tu peux entre guillemets pas faire pire, tu vois, sauf si l'athlète se fait mal, mais ça tu peux pas le prédire dans tous les cas. Donc moi, typiquement, quand moi par exemple j'ai stagné, déjà j'essayais de savoir pourquoi je stagne et avec Coco on en parlait et du coup bah Coco me disait là en ce moment bah ouais les perfs c'est pas ouf, faisons un truc qui va te permettre de relancer le machin, tu vois, même si c'est un format complètement différent d'avant et tout. Bon, pour moi, un truc pas spécifique, c'est faire un 4x4 à une charge fixe, hein, tu vois, en deadlift comp. Hein, pour moi, ça, Ouais, c'est mais pas justement, c'est là où spécifique, c'est tu vois. complexe et c'est là où pour Ouais. moi c'est intéressant la créativité, Ouais. c'est qu'en fait tu dois faire nouveau dans du connu, tu vois. Mhm, Et c'est ça en fait carrément. qui est un peu complexe parce qu'en soi, te mettre du RDL en x12, bah, c'est facile, tout le monde peut le Ouais. faire. Mais trouver le juste compromis entre du nouveau mais en même temps pas trop loin de ce que tu aimes faire, c'est là où il y a de la complexité, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Et on a toujours réussi à trouver des trucs assez cool. Et bah, typiquement, moi, en tant que coach, de par l'expérience que j'ai eue avec toi, je me suis toujours dit, si un athlète commence à stagner, déjà, je vais essayer de le voir avant que lui me le dise, tu vois, parce qu'il y en a qui n'osent pas. J'ai l'exemple avec Gab qui s'entraîne ici avec nous. Et ça faisait un petit moment que son bench, il bougeait pas et il me disait rien, tu vois. Et moi, je voyais qu'il stagnait, tu vois, et je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais lui, il me disait rien parce que Gab, c'est le profil d'athlète qui a tellement confiance en son coach qui se dit que c'est normal, tu vois. Ouais. Et à un moment, je lui ai dit, Gab, là, faut qu'on trouve un truc parce que bah ça va plus, tu vois. Enfin, genre, ça fait un petit moment que qu'on stagne et tout. Toi, tu t'en rends peut-être pas compte parce que pour toi, c'est normal, mais bah moi, je te le dis. Là, on faudrait qu'on bouge, tu vois. Et on a essayé d'autres choses. Et voilà, là, on est en train de relancer un truc un peu différent avec une nouvelle dynamique. Et là, actuellement, il est en train d'avoir un niveau bench qu'il avait plus eu depuis très très longtemps. Et en soi, on n'a pas changé grand-chose, mais juste le fait de le dire, parce que lui, il osait peut-être pas me le dire, ou alors peut-être qu'il s'en rendait pas compte. Et bah voilà, on a relancé le truc et ça se passe plutôt bien comme ça. Donc ouais, c'est assez important. J'ai énormément de choses qui me sont venues à l'esprit du coup pendant que vous parliez. Alors déjà, moi, je pense qu'il y a un lien, on va dire, une espèce de triangle entre l'expérience, la créativité et l'intuition. Je pense que l'intuition et la créativité, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure de ton expérience, parce que forcément, au plus tu coaches depuis longtemps, au plus tu as été amené à tester différentes choses sur un divers panel d'athlètes qui sont forcément plus ou moins tous différents. Donc en fait, tu égayes et tu agrandis grandement les cordes de ton arc, comme tu disais, le panel d'outils dont tu disposes. Et disons que je pense qu'au plus tu vas avoir d'expérience, au plus déjà ça mettra du temps avant d'avoir testé ou utilisé tous tes outils sur un même athlète, puisque forcément dès que tu débutes en tant que coach, si tu sors de STAPS, tu as fait 3 mois un petit peu de coaching en FA, bon, tu connais peut-être 2-3 types de formats différents, 2-3 manières de planifier, c'est tout. Mais c'est vrai que si tu coaches depuis 10 ans, bon, il y a peut-être 25 façons de faire une même planif différemment, et avant entre guillemets de l'avoir testé les 25 façons, bon, ça implique d'avoir coaché l'athlète depuis longtemps. Et je pense que dans l'intuition, je le définis dans le sens où tu vas suivre un athlète depuis longtemps et un jour, il y a un truc, tu vas regarder une vidéo, il y a un truc qui va te venir à l'esprit, tu vas dire ça, je pense, il y a un truc à faire sur ça. Donc on va le tester et je dirais qu'il y a quand même pas mal de chances, ça peut ne pas fonctionner, mais je pense qu'il y a pas mal de chances si t'as bien développé ton intuition que ça fonctionne. Et ça peut être un truc en fait qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais auparavant, qui sort complètement des cadres de ce que tu planifiais d'habitude. Mais voilà, moi je sais que ça m'arrive très souvent avec les athlètes que je coach depuis longtemps. C'est de temps en temps, j'ai des idées comme ça qui me surviennent comme un éclat de génie. Et je me dis limite, je suis content de pas y avoir pensé plus tôt. Et au final, on teste et ça fonctionne. Je me dis, en fait, mais oui, c'était entre guillemets évident. Mais non, mais mon intuition m'a fait y penser à ce moment-là. Mais pour moi, l'intuition,
corrèle avec la créativité. Enfin, c'est l'intuition même qui crée la créativité, tu vois. Oui, oui. Parce qu'en fait, la créativité, c'est pas juste oh, je prends un pinceau et je jette mon truc sur la prog et hop, oh, il y a ça qui est apparu, tu vois. C'est justement d'avoir ce truc, d'avoir cette cohérence et de faire les liens, tu vois, et de comprendre, ah purée, peut-être que ça, justement, c'est le truc qu'il nous faut, tu vois. Et ça, tu l'as pas juste en disant, bon, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ouvre ma caisse à outils, allez hop, 4x12, je te le jette, tu vois. Enfin, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Et l'autre truc, c'est que moi j'aime bien entre guillemets catégoriser les choses. Et c'est vrai que si je réfléchis à ma façon de coacher avec un nouvel athlète, je distingue, on va dire, 3 phases. La première, c'est juste la phase qui peut durer plus ou moins longtemps d'optimisation technique. Ça peut être de 1 mois à 3-4 mois selon l'efficience de l'athlète. Ou entre guillemets, je vais axer la planif sur le fait d'améliorer sa technique en fonction de ses besoins. La deuxième phase, une fois que la technique du coup elle est ancrée, qu'il n'y a plus besoin d'y toucher globalement, ça va vraiment être l'aspect planif pur, progression et data. En gros, voilà, je vais essayer de tester ce qui fonctionne le mieux sur l'athlète et ensuite le conserver. Et en quelque sorte, je pourrais dire que la créativité, elle interviendra après. C'est une fois qu'on a défini, on va dire, les axes principaux de « Ok, maintenant, je sais 100% que ça, c'est bien sur toi. On va essayer des petites dérivations à droite, à gauche pour voir est-ce qu'il y a moyen de, tu vois, modifier légèrement ce truc qui fonctionne pour le faire fonctionner encore mieux. Ou alors, éventuellement, pourquoi pas trouver un truc autre qui fonctionne. Disons qu'une fois que tu as 90% dans ta planif de trucs qui fonctionnent, tu peux complètement te permettre de faire 10% de fantaisie, ça va absolument pas compromettre la progression, et c'est justement là où, à mon sens, tu peux te permettre une créativité qui n'impactera pas la progression de la tête, voire même qui pourrait être bénéfique. But, hein, mais moi, c'est pour ça que c'est important. Je pense qu'en fait, au début d'un coaching, c'est toujours facile parce que l'athlète est enthousiaste. Il y a souvent beaucoup de changements techniques à faire qui vont faire que l'enthousiasme combiné au changement technique, ça va amener pas mal de progression rapidement. Et c'est une fois que justement cette flamme-là s'éteint, voilà, on n'a pas fait de percée technique parce que forcément on est bien, etc. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir continuer à aller de l'avant, à faire des trucs qu'on n'arrivait pas à faire avant et du coup à progresser? Et je pense que c'est là justement où cette créativité intervient et où il faut trouver. Alors effectivement, comme tu le dis, il y a un moment où ça continue parce que c'est le roulement et voilà, mais c'est évident qu'à un moment ou un autre, il y a une sorte de monotonie qui va s'intégrer en fait et arriver, et c'est là où justement il faut trouver ce truc qui va pouvoir raviver. Et en fait c'est pas instantané, hein. Parfois c'est normal d'avoir des moments où voilà, t'es un peu face à un mur, tu réfléchis et au bout d'une semaine, quelques séances, hop, ça devient, tu vois. Donc c'est pas dès que ça commence un petit peu à aller mal, oh il faut tout changer, non. Il faut bien prendre ça avec des pincettes, c'est même totalement l'inverse. C'est quand on est persuadé, ou en tout cas quand on bute devant un mur depuis un moment, ou à l'inverse justement, quand on sent que ça va arriver, mais quand on est certain, et ça vient encore une fois avec l'expérience de l'athlète et du coach, qu'il faut faire ces changements. Et comme tu le dis, vu que c'est des changements qui restent minimes par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, au final ça peut avoir un impact positif, et ça a souvent un impact positif, mais on va dire la possibilité de l'impact négatif est quand même bien réduite, quoi. Et autre chose qui est à mon sens très très importante, vous l'avez énoncé brièvement de mémoire, c'est le dialogue avec l'athlète. En fait, souvent, moi je sais que je demande à l'athlète de me donner des idées, surtout les athlètes qui ont qui ont une certaine expérience et qui, je sais, sont, on va dire, j'ai bien aimé le mot intelligence sportive, qui ont une grande intelligence sportive. Je vais leur demander souvent leur avis. Alors je vais pas garder évidemment tout ce qu'ils me proposent, mais certaines choses peuvent me donner des idées. Ça t'aiguille, quoi. Ouais, c'est ça, ça m'aiguille déjà sur ce qu'il a envie de faire. Et sur ce qu'il a envie de faire, je peux le transformer en quelque chose que j'estime optimal et du coup avoir quelque chose au final de complètement neuf qu'on n'avait pas fait auparavant. Et typiquement le bench-less, on en avait discuté avec c'était Matteo en l'occurrence, ça a super bien fonctionné, c'est un truc qu'on n'avait jamais fait en plus d'un an de coaching et ça a amené de bons résultats. Donc pourquoi pas le remettre plus tard, on verra. Oui, typiquement ce qu'il a envie de faire, il y a des chances qu'il performe dessus aussi. Oui, parce que c'est s'il le adhère truc qu'il au faut truc, pour amener la nouveauté, et après il faut le combiner avec justement ce qui fonctionne, en tout cas Ouais. ce que tu penses qui a fonctionné, pour que ça fasse le juste milieu entre les deux, quoi. Ok, bon je pense qu'on est bon. On a eu un sujet chacun, donc du coup je pense que ça sonne la fin du Entre Coach numéro 4 avec les 4 mousquetaires. 4 fantastiques. Les 4 fantastiques mousquetaires. Ça c'est beau. Déterminons lequel des 4 fantastiques nous sommes. Moi je suis celui qui fait du feu. Coco c'est la bête. boule, Ouais, la pierre là. Ouais, voilà, j'allais dire. Ouais. Voilà. Toi t'es l'homme élastique avec tes longs bras. Toi t'es la femme. Non. Bah alors, t'es misogyne? Non, Non, il y en a pas un qui est invisible. Si, c'est la femme qui est invisible du coup. La femme Je sais invisible. plus, quoi, j'en souviens plus. L'homme caillou, la femme moi je suis le invisible. surfeur d'argent. Mais T'es un méchant du coup. c'est l'antagoniste, mais il est stylé. Attends, je sais pas. POV, la photo de Rick avec le, tu te souviens? Rick, il avait un. Rick, bon, pour ceux qui connaissent Rick, tant mieux, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave. Il est super grand, il a vraiment le physique du 4 fantastique. C'est un Renoir, donc comme le 4 fantastique, comme le mec, le surfeur d'argent. Et genre, il avait une petite banane avec. C'est dans Les Indestructibles ça, tu confonds. Ouais, Ah oui! C'est le Renoir Frozen. dans Ah oui, Frozen. Frozen, ah oui, putain, merde! Mais c'est avec la glace. Oui, et ben genre, il avait
un pyjama de nuit, genre c'est ça, c'était un pyjama de c'était nuit, genre ça. bleu de la même couleur, une C'était une petite dinguerie. banane, des lunettes noires, il ressemblait de ouf. C'était clairement un Frozen. super-héros. Quand je l'ai vu, j'étais en mode oh, vraiment Frozen. ça a tilté. Voilà, Voilà. SO Harry. Soarik, ça l'a mentionné juste pour dire qu'il ressemblait à un super-héros. Après, gros, il a le physique pour un super-héros. Ouais, c'est Par vrai. contre, pour le coup, Frozen, il est tout queuse. Ouais. Alors, c'est le seul super-héros qui est tout maigre C'est et vrai. c'est pas trop le cas d'Eric. Donc, c'est un peu l'antagonisme dans l'antagonisme finalement. Bon, voilà, fin de cet épisode numéro 4. N'hésitez pas, comme d'habitude. Vas-y, je te laisse faire confiance. Tu connais, t'es pro du Je podcast. connais les bails. Vas-y, Faut vas-y, liker, il faut commenter, il faut partager en story. Ok. Il faut Et lâcher mettre 5 étoiles sur Spotify, voilà, si, et, si, ça c'est le plus envoyer important. Et du coup, ça sera posté sur YouTube, donc n'hésitez pas effectivement en commentaire à mettre si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, et si vous avez aussi des problématiques sur lesquelles vous avez un avis différent, on passera dessus pour essayer de voir tout ça et du coup pouvoir potentiellement en discuter avec vous. Tu voulais dire quelque chose? Non. Allez, bonne journée à tous.